Yippee-ki-yay, motherfucker. Et non seulement t'es vulgaire, mais t'es ordinaire en plus. Dick Laurent is dead. If I say his name, it is Cimino, correct? Yes, Cimino. Cimino. Okay. Michael spent big. It was his nature. If he needed 600 extra, he'd ask for 1,200. What matters? What I have on the screen, period. The rest no one gives a fuck about, or I don't give a fuck about it. Everyone talks about his rise and his fall, and I kind of don't want to go into that. I'd rather just talk about the work itself rather than talk about the politics of this happening versus that happening. This guy went walking by with an oily clipboard. He said, "Hey, you, work in a steel mill?" I said, "Yeah." He said, "Do you hunt deer?" I said, "Yeah." "Can you speak Russian?" And I said, "Yeah," which I can't. I can't speak Russian. And it does reflect on us. It does show a lot of who we were and where we come from. And now all we can do is show you empty buildings or torn down buildings that used to be. It's a shame that America does. We do. He wanted to break through all the rules too fast. I think he could have paced it out, and done more. Bonjour, bonsoir à toutes et à tous, chères auditrices, chers auditeurs, et bienvenue dans Transmission, la table ronde cinéphile qui fait le grand écart entre cinéma d'auteur et pop culture. Je suis encore une fois avec mes amis Manuel As. Salut Olivier. Et Lucien Alflans. Salut Olivier. Et pour la deuxième fois de notre histoire, nous avons l'immense privilège de recevoir aujourd'hui l'auteur, réalisateur, ancien critique Jean-Baptiste Thoré. Bonjour Jean-Baptiste. Bonjour à tous. Vous venez de sortir le livre Quelle était verte ma vallée, un recueil de critiques et de textes que vous avez écrit lors de votre carrière depuis 30 années peut-être 30 années, ça viendra les 30 années. Mais oui, à peu près 22, 23 ans en fait. C'est cette anthologie une sélection parce qu'en 22, 23 ans, on a écrit beaucoup de textes, surtout quand on a fait on pourrait être du mensuel, de la préface, des bouts de livres, des colloques, de l'hebdo, enfin, et donc voilà, c'est plutôt une sélection en fait de textes qui est regroupée sous ce titre très fordien, Quelle était verte ma vallée, et voilà. Et Ford, on va en reparler un peu plus tard. Le livre vient de sortir aux éditions Magnani, et aujourd'hui on va plus spécifiquement parler de Michael Cimino et au départ de votre film sur Michael Cimino, donc Michael Cimino, un mirage américain. Alors, à l'origine de votre film, il y avait un long article dans les cahiers du cinéma qui était paru début des années 2010, qui avait été suivi d'un livre, Michael Cimino, Les voies perdues de l'Amérique, en 2013. Et vous pensiez en avoir fini avec Michael Cimino, et puis vous avez eu une demande d'Arte. Vous avez trouvé un petit peu la porte d'entrée pour retourner à Michael Cimino en contactant les habitants de Mingo Junction, l'endroit où a été tourné Voyage au bout de l'enfer. Alors justement, la première question, elle sera sur votre travail de critique analyse. Vous avez sorti un livre sur Michael Mann il y a encore quelques mois, et puis là vous retournez à Michael Cimino mais sous la forme d'un film. Et beaucoup plus que quelque chose d'analytique, vous faites à travers votre film une sorte d'évocation de Michael Cimino, du cinéma de Michael Cimino, notamment dans la structure de votre film, avec cette très longue première partie sur les habitants de Mingo Junction, l'évocation aussi des paysages. Il y a une citation de Michael Cimino dans votre livre qui dit « Si vous voulez comprendre mes films, il faut que vous regardiez les ciels immenses du Montana et les premières neiges sur les montagnes du Colorado ». Et vous essayez un petit peu de retrouver cette impression, cette humeur. Vous allez refilmer ces paysages avec un jeu d'optique similaire en cinémascope. Oui, c'est ça. Ce qui est impressionnant aussi dans ton film, c'est la forme qui est extrêmement ample, mais qui s'allie aussi à quelque chose d'infiniment intime, exactement comme pouvait le faire Cimino. On sent une volonté à ce niveau-là de se rapprocher du maître.
Voilà, et donc je vous interromps 2 secondes. Non, parce que ça c'est une question intéressante, enfin dans le sens où je pense que quand on fait un film sur ou à partir ou autour d'un cinéaste, il faut trouver cette espèce d'équilibre qui est difficile en réalité entre d'un côté l'admiration qu'on peut avoir pour une œuvre et en particulier esthétiquement et le pastiche de cette œuvre-là, ce qui pour moi est une vraie ligne rouge. Moi, j'avais fait juste avant un film sur Dario Argento, la seconde partie en noir et blanc et en scope. Ce qui était une façon tout de suite, par exemple, de me prémunir contre le film sur Argento qui reprend l'éclairage de Luciano Tovoli dans Suspiria. Ça, c'est pour moi la mauvaise idée par excellence, ou celui qui ferait un film sur Sam Peckinpah et qui surdécouperait au ralenti. Voilà, pour moi, c'est vraiment rien comprendre. Donc, tout le problème, c'est d'arriver à se dire que, effectivement, on va rentrer par moments dans les pas de Michael Cimino, de sa façon, etc., d'envisager ou les paysages ou les individus ou autres, mais sans jamais le pasticher ou en faire une sorte d'avatar ou à la Michael Cimino. C'est-à-dire que quand vous posez votre caméra aux États-Unis en cinémascope et que vous filmez un paysage, vous êtes très vite dans le film à la Cimino, parce qu'on sait, notamment dans la première partie de Voyage au bout de l'enfer, combien il a su magnifier ça, et dans à peu près tout Heaven's Gate. Mais vous êtes aussi chez David Lean. Je dis ça parce que il y a des séquences que j'ai enlevées moi dans le film, et notamment les séquences où Cimino me parlait de son amour de David Lean, qui est, en fait on le dit pas souvent, mais qui a été pour lui un cinéaste important. Évidemment il y a Ford, il y a Visconti, il y a Vidor, voilà, c'est une espèce d'ensemble de totems vers lesquels il est revenu, mais David Lean a aussi beaucoup compté. Oui, c'est pas pour rien qu'il va chercher Alex Thompson aussi un moment pour... Absolument, et d'ailleurs il avait proposé à David Lean dans les années 90 d'être presque son premier assistant gratuitement sur Nostromo, parce que David Lean était intéressé par l'adaptation du bouquin de Conrad, et ça s'est pas fait évidemment, mais par exemple la question du raccord qui est quelque chose qui moi me passionne, enfin comme beaucoup de gens je pense, mais alors là pour le coup tout sauf le raccord invisible, voilà, qui est quand même ce qui structure pour moi parmi les 2 plus grands quand même raccords de l'histoire du cinéma. Il y a le raccord de Voyage au bout de l'enfer, on se souvient de la fin de la séquence de la chasse, ils rentrent tous, la nuit vient de tomber, ils sont un peu fatigués, un peu avinés, il y a George Zunda qui se met à ce moment-là au piano pour jouer un nocturne de Chopin, pour écorcher un nocturne de Chopin, parce que c'est lui qui joue vraiment, et on le voit combien, même dans le film, combien il est stressé, parce que Cimino lui avait dit de jouer, et non pas de faire semblant de jouer, comme ça arrive souvent, et de passer le nocturne de Chopin, joué par un pianiste confirmé, là pas du tout. Et on a ce plan où Cimino décide d'isoler les uns après les autres ses visages. Et il les isole même dans le plan avec des doubles optiques, il y a 2 focales, il y a ce jeu-là où vraiment, même quand ils sont réunis dans l'espace, ils sont un peu séparés, il y a une dimension quasiment mentale dans la scène. Oui, ben c'est ça qui est évidemment génial, et surtout l'idée qu'on a le sentiment qu'il est en train de filmer là la dernière fois de coprésence, on pourrait dire, de ces gens-là. Mais eux-mêmes ne le savent pas encore. Et pourtant, la façon dont ils se regardent ou pas, ou d'un seul coup Chopin les fait rentrer dans une espèce d'univers mental, mélancolique, tous en même moment, fait qu'il y a quelque chose en eux, a quand même la préscience que c'est la dernière fois qu'ils vont vivre quelque chose comme ça, qui est une idée de génie, bon. Et on passe sur les visages les uns après les autres, John Cazale, Walken, Denis Rhodes, bon, tous ces gens-là, et on se souvient à ce moment-là de l'arrivée des pales d'hélicoptères en fait sur la bande son, alors qu'on est toujours dans cette montagne de Pennsylvanie, mais en fait c'est tourné dans l'État de Washington. Et là, raccord suivant, on est au Vietnam, ils se réveillent. Alors évidemment, tout ça renforçant l'idée que le Vietnam est un cauchemar, puisqu'on ne fait qu'on s'y réveille. Et donc on se réveille à l'intérieur de quelque chose qui est de l'ordre évidemment du cauchemar. Et là, on se souvient des tout débuts de la séquence du Vietnam, l'apparition de De Niro, le lance-flamme, le cochon. Et on rentre dans une espèce de précipité pendant 22-23 minutes qui n'a aucun rapport avec le réel du Vietnam. Ce qui a été un des grands reproches qui ont été faits à l'époque à Cimino, et en particulier Oliver Stone. Pour en avoir reparlé avec lui, il en reparle un peu dans le film. Oliver Stone n'a toujours pas digéré la représentation des Vietnamiens par Cimino. Et j'ai essayé, moi, plusieurs fois de lui faire valoir l'idée que mais le réel, il s'en fout de Michael Cimino. Un, il a souvent dit que c'était pas un film sur la guerre. Et deux, dès lors qu'on entre dans le cauchemar de ces pauvres blue-collar américains qui n'en sont jamais sortis, comme les gens de Mingo Junction aujourd'hui, qui sont quasiment jamais sortis de leur état.
où une fois dans leur vie, ils sont allés, je sais pas moi, peut-être dans le Montana, dans le Nebraska, et c'était le voyage de leur vie. Ben pour ces gens-là, le Vietnam, ce n'est rien d'autre qu'un endroit, une sorte d'endroit à la fois cauchemardesque, impossible à situer, à comprendre, et c'est donc ce que va filmer pendant 23 minutes Michael Cimino. Bon. Et donc ce raccord qui fait qu'on passe de l'un à l'autre est génial. Moi j'en ai beaucoup parlé dans le livre, donc dans le film c'était autre chose qui m'intéressait, mais notamment cette façon dont par cette espèce de raccord impossible, Cimino raconte tellement déjà de ce qu'est la guerre du Vietnam en réalité. Un endroit que les Américains ne connaissaient même pas. Parce qu'à l'époque, il faut se rappeler, fin des années 60, début des années 70, enfin surtout fin des années 60, pour les Américains, le Vietnam, on leur apprend, c'est un peu comme l'Ukraine aujourd'hui. Hein. Plein de gens ne savaient même pas situer. J'avais même vu un ministre récemment, un ancien ministre, qui était incapable de situer l'Ukraine sur une carte d'Europe. Bon. Donc personne ne sait où est le Vietnam, personne ne comprend l'enjeu. On leur a dit que c'est pour grosso modo pour contrer une menace communiste, ça aussi ils s'en foutent. Mais par contre, ça, à la fin, si on ne va pas au Vietnam, notre liberté sera entravée. C'est comme ça que c'est compris. Donc c'est quelque chose de totalement abstrait, qui n'a pas de réalité, etc. Et Cimino le filme comme ça. Et comme c'est quelque chose, c'est le territoire de l'ailleurs, pas au sens où l'ailleurs on peut s'y rendre de façon continue d'un espace à un autre. De certaine façon, quand je prends la route pour aller vers un autre endroit et que je passe par différentes étapes, de cette manière, c'est une façon, prendre la route, c'est aussi comprendre la façon dont deux points se relient. Voilà. Dès lors qu'on passe des États-Unis au Vietnam par un raccord qui biffe intégralement, on pourrait dire ce trajet, on biffe donc l'effet même, on pourrait presque dire, de compréhension, tout simplement. On ne comprend pas le Vietnam, donc on ne peut y aller par un saut mental. Et une forme d'épure, puisque il y a vraiment l'idée qu'il a empruntée au script que lui avait proposé où il y avait cette idée de roulette russe, et qui réemprunte et qui synthétise totalement cette idée d'attente et de violence qui surgit. Mais là, pour le coup, c'est une vraie idée de fiction qui va permettre de traduire, et moi c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup, qui va traduire la vérité d'une situation. C'est-à-dire que Cimino va tout de suite à ça. Là, la question du réel dont on a débattu hors antenne, voilà. Il s'en fout complètement, Michael Cimino. C'est pas du tout comme tous les grands cinéastes ou auteurs. La question du réel, il n'y croit pas un quart de seconde, etc. Non, le réel, ça se fabrique, non pas en tant qu'on fabrique du réel, mais en tant qu'on fabrique une vérité de ce réel-là. C'est-à-dire que le réel, s'il n'est pas interprété, compris, c'est une substance morte et neutre. C'est-à-dire que c'est quoi le réel? Par contre, produire une vérité et Cimino, c'est ce qui l'intéresse. Parce que cette question le fameux raccord de Voyage au bout de l'enfer, qui fait que on va se retrouver avec 3 gros blocs, pas de durée équivalente, mais 3 gros blocs suturés de façon plus que visible, ostentatoire, hein, par une espèce de raccord et c'est pas du tout de se masquer en tant que raccord. Le raccord de Voyage au bout de l'enfer, on ne voit que ça en réalité. Et l'arrivée des pales d'hélicoptères qui sont déjà en Pennsylvanie et on se retrouve violemment au Vietnam. Il va reproduire ça dans Heaven's Gate avec la toute fin évidemment de la remise des diplômes d'Harvard, fin de la première partie du film, cut et homme vieilli dans un train, le chapeau baissé, la barbe, il se relève et c'est le même Christopherson 20 ans plus tard. Pour moi, c'est des idées de génie, ça. C'est-à-dire que, encore une fois, je suis très attaché à la question du raccord au cinéma. Évidemment, on connaît tous le raccord de 2001, il y en a comme ça beaucoup, mais il y a un raccord qui a beaucoup... D'ailleurs, on ne pourrait pas se passer l'émission uniquement sur la question des raccords. En y pensant là, parce que c'est très très fin, ça implique énormément de choses, quoi. Et donc il y a un raccord qui a beaucoup marqué, en fait, qui a presque été fondateur pour Cimino, c'est le raccord de Laurence d'Arabie. Hein, je ne sais pas si vous vous souvenez tout de ce moment où Peter O'Toole évidemment allume comme ça son allumette et puis fondu et on est sur cette espèce de soleil rougeoyant du désert, quoi. Et Peter O'Toole souffle sur l'allumette et apparaît comme ça le soleil. Truc absolument incroyable. Et Cimino m'en avait parlé de ça. Il m'avait même rejoué en voiture la séquence et on entendait ce moment où combien pour lui c'était un des plus grands moments de l'histoire du cinéma. Je l'ai pas gardé parce que pour moi c'est quelque chose qui concerne les cinéphiles. Ça fait partie de tous ces choix que j'ai faits, c'est que dès qu'on se mettait à parler du cinéma pour le cinéma, je l'ai ôté du montage. Parce que le premier montage du film faisait 3 heures
et que je voulais pas faire un film aussi long. Et je me suis dit, tout ce qui d'un seul coup ne t'intéresse plus que les cinéphiles, moi ça m'intéresse pas, et donc on va le dégager. Il faut que Cimino devienne quelqu'un qui a eu une vision, un rapport à l'Amérique dont tout le monde peut faire l'usage. Et ça, pour moi, c'était absolument capital. Il fallait que je sorte totalement. Là, tout ce que je viens de vous dire sur, par exemple, la question le raccord, etc. En fait, pour des gens lambda, et c'est pas péjoratif dans ma bouche, ça n'a aucun sens. Tu le traduis justement de manière assez subtile, je trouve, dans la première partie, avec ce moment assez poignant où tu as un des ouvriers qui raconte pourquoi ce film le bouleverse toujours. Et je pense que ça traduit aussi, sans que toi tu le soulignes, quelque chose qui devait être déjà dans la jeunesse du film, le fait que John Cazale joue dans le film, et qu'il y a cette question d'un film déjà qui est hanté par un fantôme, quoi. Oui, Et que eux le voient à une autre échelle, et que toi tu le vois en tant que cinéphile, tu le vois d'une autre manière, mais c'est quelque chose que lui te restitue avec sa vérité, et qui est en fait aussi une des grandes forces du film, je pense. Bien sûr. Non, mais moi, ce moment où en fait c'est Jim Freiling, qui est un des habitants donc de ex-ouvrier de la sidérurgie à Mingo Junction, donc dans l'Ohio. Mais effectivement, donc encore une fois, ces gens-là ne sont pas des cinéphiles. Parce que si le cinéphile, en fait, ne parle qu'au cinéphile avec sa langue à lui et ses références à lui, le cinéma perd toute sa puissance. Ça devient un petit truc entre des gens qui reconnaissent des codes, qui peuvent se balancer des titres de films, des séquences, etc. Mais en fait, tout ça, c'est pas grand-chose. Là où le cinéma est grand, c'est d'un seul coup quand il apprend à des gens à vivre, à comprendre des choses, à comprendre le monde, à comprendre eux-mêmes, les rapports entre les hommes et les femmes, les rapports avec une petite copine, etc., etc. On parlait en antenne de la maman et la putain. Je pense qu'il y a plein de gens qui ont appris à draguer ou à discuter en voyant la maman et la putain. Moi, j'ai appris tout de l'Amérique en voyant les films américains, avant même de lire des livres et avant même d'aller là-bas. Bon, ça c'est l'intérêt du cinéma. Si l'intérêt du cinéma, c'est effectivement de dire comment il a tourné ça, c'était un travelling machin, il s'est inspiré d'un tel, ça c'est l'écume. Enfin, honnêtement, en vieillissant, on se rend compte que c'est pas important, c'est un truc de geek. Oui, alors quand on a 20, 22 ans, on adore ça. Au bout d'un moment, on se dit, bah attends, le cinéma s'il est grand, c'est pas pour cette raison-là. Et donc, quand ces gens-là me parle de Voyage au bout de l'enfer, pas une seule seconde, j'attends d'eux évidemment qu'ils m'en parlent comme moi j'en parlais il y a 15 ou 20 ans, depuis Paris, voilà, de façon un peu érudite, avec un langage, etc. Ils m'en parlent de façon plus profonde, en réalité. Et donc ce moment qui est assez génial, c'est le moment où on apprend de gens qui a priori ne savent rien en fait de l'histoire du cinéma, quelque chose à la fois sur soi-même et sur les films de plus profond que l'histoire du cinéma nous a donné. C'est ça qui est le moment génial. C'est quand Jim dit, moi, Voyage au bout de l'enfer, quand j'y pense à ce film, et ben, je pense à mon copain qui est mort. Voilà. Et ben, quand il raconte cette histoire-là, c'est pas quelque chose d'anecdotique. C'est bien plus puissant que ce que je viens de dire sur David Lean, par exemple. C'est beaucoup plus intéressant. C'est une grande partie de l'essence du cinéma. Eh ben, bien sûr. Et il raconte là quelque chose de l'ordre du pouvoir du cinéma. Et là, là, on est passé ailleurs. C'est pour ça que moi, quand je suis parti dans le film au départ, c'est vraiment, j'essayais de trouver, ça veut pas dire que j'ai trouvé en bout de course, mais d'essayer de retrouver cette puissance du cinéma quand il n'est pas que le cinéma, quoi. C'est ça qui m'obsédait. Parce que la question du cinéma, d'historien de cinéma, d'expert de cinéphile, j'en avais fait un livre. Donc pour moi, c'était déjà réglé ça. J'allais pas remettre les couverts en essayant d'expliquer de façon comme ça un peu érudite, un peu intello, ce qu'était le cinéma de Cimino. C'est peut-être très bien de le faire ou pas bien. En tout cas, ça existait. Moi, faire un film, ça n'a rien à voir. Je veux dire, je dirais même c'est presque ça à l'origine, le point de départ. Moi, j'aime beaucoup cette phrase de Danet qui, dans un de ses textes, explique, c'est quelque chose qui m'a toujours beaucoup servi en tant que critique, historien, on appelle ça comme on veut, et qui disait, mais quand on est devant un film, il faut toujours se poser la question de savoir si ce film-là pourrait être autre chose qu'un film. Est-ce que ça pourrait être un tract? Est-ce que ça pourrait être une pub? Un flyer, un livret d'opéra, etc. Et si à cette question vous répondez oui, c'est que c'est pas un film. Voilà. Et donc, si le film, enfin un mirage américain, en fait, avait pu être un livre,
certaine manière. Donc s'il avait pu être le livre que j'avais fait, c'est que j'avais tout raté. C'est que c'est pas un film. Pour moi, ça n'a rien à voir. Ça veut pas dire qu'il n'y ait pas des idées, par moments évidemment, qui nous infusent, qui circulent, une façon de voir, un rapport après subjectif. Avec Cimino, je n'ai pas changé de rapport avec l'œuvre de Cimino en 7 ou 8 ans. Là n'est pas la question. D'ailleurs, la voix de Cimino que tu utilises dans le film, qui est, j'imagine, tirée des enregistrements que tu as fait avec lui pour le livre, elle est fantomatique. Ça en dit aussi long dans ta volonté de te distancier du livre que tu avais écrit plus tôt. Oui, mais cette volonté de te distancier, mais je dirais presque c'est ce qui va être la condition même du désir de faire le film. Voilà. Moi, je ne sais pas ce que c'est qu'adapter un livre à l'écran. Après. C'est compliqué parce que à l'origine de ce projet, il y a la possibilité de faire donc un documentaire pour la télé. Moi, j'ai envie d'en faire un film pour le cinéma. On va essayer de trouver un juste milieu avec à la fois une version courte qui a été assemblée pour la télé. Mais c'est évidemment moi le film qui m'intéresse plutôt. Pour la télévision, on peut filmer un livre parce que une image de télévision, c'est pas un plan de cinéma. Ça n'a rien à voir. Et moi je l'ai appris, je le savais un tout petit peu déjà, mais là j'ai vu combien. Est-ce que, je vous donne un exemple tout bête, le film là fait 2h11, bon, peu importe, il y a eu des versions de 2h19, un peu moins de 2h30, etc. Et quand j'ai dû faire donc le documentaire pour Arte, donc là au début c'est assez à tout bête, on prend des bouts de séquences, on réassemble, il y a des exigences de la chaîne, donc voilà, peu à peu le film devient un objet de télévision, voilà. Et moi j'ai encore la naïveté de me dire, est-ce qu'on peut encore à la télé, dans le cadre d'un doc télé, conserver des images de cinéma? C'est ça, voilà, la question qui m'intéressait, en me disant peut-être que je peux faire ce qu'on appellerait une version courte du film de la salle. Et là, on comprend que entre le cinéma et la télé, c'est pas une différence de degré ou de durée, 50 minutes, 2 heures, 2h10, c'est une différence de nature. Et là, je comprends que tous les plans, et j'utilise le terme plan à dessein, qu'on a essayé de construire, les effets de mise en scène pour le film, etc., si on les prend même par moment tels quels, ces 3 mêmes minutes mis à la télé, d'un seul coup, ça devient des images, au sens de, encore une fois, notre ami Danae et du visuel. Donc, il n'y a plus de plan à la télé. Et ça change absolument tout. Ça fait que, donc si vous attaquez un documentaire pour la télé, ce qui pour moi n'a rien à voir avec un film documentaire, un documentaire pour la télé, il n'y a aucun problème à adapter un essai qu'on a écrit, une biographie, parce que la télévision, c'est que des images qui se succèdent, avec une narration très formatée, il n'y a pas de hors-champ, la question de la contemplation n'existe pas. Je ne vais pas ressortir toutes les théories, il faut relire Godard là-dessus, sur la différence entre le cinéma et la télé, l'un produit de l'oubli, l'autre de la mémoire, il n'y a pas de hors-champ à la télévision, il n'y a que ça au cinéma. Donc, autrement dit, on ne peut pas convertir des images de cinéma. Alors j'y ai cru moi, pendant un moment en me disant de la version un peu longue de Cimino, peut-être que je vais pouvoir préserver une sorte de version courte. Ça ne marche pas du tout. C'est un peu comme comparer cinéma et la série télé pour moi. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Et là, c'est la même chose. Parce que ce rapport au livre, etc., d'abord, ça m'aurait pas intéressé de l'adapter. Et 2, c'était même la condition sine qua non pour que je trouve autre chose. Et la question pour moi était en permanence au départ, où se trouve le film que j'ai envie de faire sur Michael Cimino. Et il se trouve, à mon avis, à l'endroit où j'abandonne Michael Cimino. C'est-à-dire que j'ai fait le travail sur lui, et maintenant c'est plus intéressant de partir de ce que nous ont appris les films de Cimino. Et là, ça devient passionnant pour moi, parce que ça touche tout le monde, ça. Plutôt que de raconter la petite histoire d'Hollywood. Parce qu'en fait, c'est un outil avec tout ce qu'on connaît autour d'Evans Gate, la chute, cette histoire que les gens aiment beaucoup. Mais ça, c'est de la petite histoire, en fait, me semble-t-il, du cinéma, qui, avec le temps qui passe, d'ailleurs, m'intéresse pour être tout à fait honnête, de moins en moins. D'où le fait que donc j'ai longtemps hésité à garder le nom de Michael Cimino dans le titre. Alors c'était très compliqué, notamment pour des raisons de distribution, d'identification, aussi bien dans des trucs genre l'officiel des spectacles, pour les exploitants. C'est tout bête, mais les exploitants, il faut aller les convaincre une fois qu'un distributeur a pris un film. Et on va leur dire quoi, un Mirage américain, donc il faut expliquer que c'est à partir de Michael Cimino, pas complètement autour. Tout ça, c'est trop subtil. Donc à la fin, il faut que ça s'appelle Michael Cimino, un Mirage américain. Mais j'ai beaucoup hésité. Je trouve que j'aurais presque été plus fidèle
certaine manière à ce qu'a appris Cimino si je l'avais appelé uniquement un mirage américain, qui pour moi est le vrai sujet du film. Le sujet du film, c'est un mirage américain, beaucoup plus que Michael Cimino. C'est pour ça que quand tu montes notamment des extraits de ces films, tu les montres rarement frontalement. Tu l'inscris toujours dans un décor, quoi. Mais pas dans n'importe quel décor. Tu les remets de manière extrêmement littérale dans leur contexte. C'est ça aussi qui est super intéressant. Alors cette question des extraits, elle était vachement importante parce que alors a priori, je déteste les extraits plein pot dans les films. Voilà. J'ai l'impression que d'un seul coup il y a une espèce de corps étranger qui arrive, je sais pas, on est en train de faire un film sur Coppola ou l'Amérique de Coppola, puis au milieu de votre film à vous, un extrait d'Apocalypse Now, qu'est-ce que ça veut dire? D'abord l'extrait écrase tout, il y a pas de compétition possible au sens de il n'y a pas de coprésence possible de tout ça. Pour moi, c'est une façon de sortir du film. En vrai, je n'aime pas du tout l'utilisation des extraits plein pot dans les films documentaires et je dirais presque dans les films en général. Voilà. Donc première chose. Donc comment, et pourtant il y en aura finalement dans le film, mais je vous dirai pourquoi. Donc première chose, il est hors de question d'utiliser l'extrait plein pot. Deuxième chose, il faut quand même qu'il y ait des extraits. Parce qu'à un moment, cette matière des films de Cimino, je ne peux pas faire uniquement appel, là pour le coup que ça serait un peu excluant, en disant non, finalement, ne saisiront parfois du film peut-être son essence, que les gens qui ont déjà très bien les films de Cimino en tête. Voilà, autre erreur possible, c'est ça, c'est de tout rejeter hors champ, etc. Donc il faut qu'il y ait des extraits, qu'il y ait des images ou autres. Et là, moi je pars de l'idée toute bête, qui est que le cinéma de Cimino, il est venu des paysages et des espaces eux-mêmes. Voilà. Cimino n'a pas écrit de façon abstraite ses films dans son coin en se disant on pourra ensuite les filmer n'importe où. C'est toujours la découverte d'endroits, d'états, de montagnes, etc. Comme il le dit lui-même, il a cherché son monument de vallée. Bon, c'est pas rien d'entendre une phrase comme ça. Il n'a pas cherché un endroit sympa ou un endroit touristique, il a cherché son monument de vallée. C'est pas pour rien aussi que moi j'aurais voulu que sa carrière se termine sur le plan qui est pas l'espèce de petit épilogue à la fin de Sunshine, qu'elle se termine sur le plan qui dit tout de ça en fait. Bien sûr. Qu'est-ce qui reste à la fin? Mais il reste que ça en fait, il reste les montagnes. Eh oui. C'est un des plus beaux plans de sa filmo, je pense. Oui, c'est vrai, mais alors, c'est compliqué parce que ce rapport au paysage, d'abord, c'est un rapport américain. C'est cette idée que finalement tout ce qui l'intéresse, à un moment donné, se résume dans une espèce de rapport mystique à un paysage, à la fois la vérité de ce paysage-là, de la lumière, des gens qui y habitent ou autre. Ce mirage, il est quand même obsédé par le fait d'aller trouver à un moment donné une sorte, si ça existe, et ça n'existe pas, d'une sorte d'Amérique originelle qui aurait survécu quelque part, donc son monument de vallée à lui, quoi. Bon. Et donc la question de l'espace, elle est absolument capitale. Et donc je me suis dit, une phrase toute bête qui m'a donné la clé pour la façon dont j'allais utiliser l'extrait, qui est le cinéma de Michael Cimino, en fait, il sort littéralement des espaces américains. Voilà. De la même manière qu'une grande partie de l'histoire, de la culture et de la psyché américaine, on la comprend quand on parcourt ces espaces. Moi, je suis un vrai baudrillardien là-dessus. Hein, voilà. On comprend rien à l'Amérique si on ne prend pas la route. Bon. Et c'est pas en étant 8 jours à New York, à Las Vegas ou à Miami qu'on a compris quelque chose de l'Amérique. On a vu une petite partie de l'Amérique. Et d'ailleurs, ce que me propose Michael Cimino, c'est un vrai geste américain. Je veux dire, pourtant, lui élevé à New York, ensuite à Hollywood, il n'a jamais perdu cette espèce de conscience que, en fait, découvrir l'Amérique, son peuple et en fait faire du cinéma pour lui, c'est d'abord prendre la route, avant même de savoir qu'on va poser sa caméra. Et toute son histoire de Voyage au bout de l'enfer, c'est d'abord prendre la route, trouver un endroit, aller rencontrer des gens. Oui, et en plus, dans le cas de Voyage au bout de l'enfer, le scénario va s'écrire en parallèle des repérages que Cimino effectue lui-même. Ça vient aussi de sa cinéphilie à lui aussi. Oui, mais parce que il a vu les films américains et qu'il sait ça. C'est-à-dire qu'il sait que pour comprendre l'Amérique, il faut prendre la route, quoi. C'est tout. Il n'y a pas à tout point de vue. Mais quand je dis prendre la route, c'est parce que, alors ça serait une autre discussion, mais que le rapport de l'espace ou de la route pour les Américains est incomparable avec celui qu'on a nous avec les Européens. Hein. Moi, j'aime toujours citer cette phrase de Baudrillard dans Amérique, qui est quand même un des très très grands livres sur cette question-là, qui dit, je sais plus, au milieu du livre, il ne faut pas confondre la dimension pittoresque de la campagne européenne avec la puissance métaphysique de l'espace américain.
on a compris ça intimement, parce que moi je connais des gens aux États-Unis, tout le monde a fait l'expérience au bord du Grand Canyon d'avoir un couple de touristes français ou belges, et puis entendre la femme ou le monsieur avec son caméscope en train de dire c'est les gorges du Verdon en plus grand. Bon, il y a des gens qui ne comprendront jamais ça, mais quand on comprend la dimension métaphysique et donc existentielle de l'espace américain, on comprend tout ça. Donc tout ça pour dire que quand je me suis dit Michael Cimino sort de l'espace américain, autrement dit, avant les films de Michael Cimino, ou plutôt, comme dirait l'autre, la toile de fond du cinéma de Michael Cimino, c'est pas le cinéma. Voilà. C'est l'Amérique. C'est une certaine idée de l'Amérique. C'est un mirage de l'Amérique. Et là, ça devient passionnant. C'est pour ça que c'est toujours compliqué quand on parle parfois de cinéastes dont qu'on appellerait les cinéastes plus maniéristes ou voire postmodernes, tous ces cinéastes dont on considère que leur toile de fond c'est le cinéma lui-même. Donc c'est tout de suite un peu rapidement étroit. Si l'horizon du cinéma c'est le cinéma lui-même, franchement, quand on a 20 ans, oui, c'est très marrant d'aller comprendre, je sais pas, c'est quoi la toupie à la fin d'Inception, quoi. Moi, je m'en fous de savoir pourquoi la toupie tourne, dans quel sens et pourquoi elle s'arrête pas, etc. Ça, c'est vraiment un truc un peu d'ado, quoi, mais au sens péjoratif du terme. Alors que Cimino, lui, et pour avoir passé du temps avec lui, évidemment qu'il avait quelques totems et très peu, mais pas en tant que cinéphile. Donc c'est pas Ford ou Vidor, c'est qu'il avait compris que ces gens-là étaient d'une certaine manière les porte-voix ou les relais d'un espèce de rapport à l'Amérique. Et c'est ça le sujet de Cimino n'a jamais été le cinéma. Il aurait très bien pu être écrivain, à la fin il s'est mis à essayer d'écrire des romans, il aurait pu être, son père était éditeur de partitions de musique, il aurait pu devenir musicien, il avait un goût, une sorte d'érudition extrêmement diverse et vaste, c'est pas Spielberg, c'est pas Joe Dante, et j'adore Joe Dante, là n'est pas la question, mais on voit que ce sont des gens, voire Scorsese, qui ont un rapport quasi compulsif, et comme moi j'ai pu l'avoir même par moments, presque pathologique, à la cinéphilie, aux films qu'on a vus, etc. Cimino, en fait, ça l'a jamais intéressé, les films pour eux-mêmes. C'est ce que les films nous permettent de comprendre ou nous permettent d'atteindre qui l'intéresse. Et ça change absolument tout. Même comme grille, j'aime pas ce terme, mais de lecture même de l'histoire du cinéma en général. On voit très très vite, on pourrait dire, il y a des films un peu bulles, un peu autistes, justement qui ne conversent qu'avec le cinéma, et puis il y a des films un peu plus ouverts. Et pour moi, ça c'est quelque chose qui est important. Mais c'est pour ça qu'une de ses grandes références c'est Ford, parce que Ford n'a eu de cesse tout au long de sa filmographie de dialoguer avec l'Amérique, tous ces soubresauts, toutes ces transformations. C'est aussi ça qui lui permet, qui lui offre la possibilité, je vais dire, de sortir de carcans narratifs classiques. On le voit, c'est très marquant avec Voyage au bout de l'enfer, qui est en 3 actes, un peu disproportionné par rapport à une structure de récit classique, qui sont eux-mêmes séparés en 3 actes dans chaque acte. Je pense que s'il avait plus conscience, s'il savait pas exactement où il voulait aller, ce qu'il voulait transporter à travers son film, il l'aurait peut-être construit autrement. Et je pense que c'est quelque chose, qui a beaucoup apporté à l'histoire du cinéma aussi. Oui, mais pour terminer sur cette histoire d'extrait, c'est donc l'idée, c'était que dans la mesure où le cinéma de Cimino, en fait, vient après son désir de découvrir, de parler, d'une certaine Amérique, je me suis dit, on va donc projeter les films comme sortant très littéralement eux-mêmes de l'espace américain. Donc le premier mouvement des extraits, on pourrait dire c'est ça. C'est le canardeur sur un motel, ses voyages sur une maison, etc. Donc avec le film qui est entouré de la vie. Ça, c'était pour moi hyper important. C'est que le film n'est pas un objet sacralisé. Quand un film arrive plein pot, faut se poser la question de ce que ça veut dire dans un film. Vous êtes en train de regarder un film, on a un plan d'une rue quelque part aux États-Unis, 1 ou 2 personnes qui parlent, cut, un extrait, on revient à la rue. C'est quoi le statut de l'extrait ? Je veux dire, est-ce que, non seulement c'est quoi le statut de l'extrait, et est-ce que les gens qui sont là, qu'on vient de voir avant et qu'on va revoir après, est-ce qu'ils participent, ils partagent l'espace de cet extrait-là ? Est-ce qu'eux aussi le voient ? Et donc, est-ce que le spectateur n'est pas en train de changer ? Autrement dit, le plan, si nous on est en train de se filmer là, suppose un spectateur qui est assis dans la salle, plan suivant, extrait plein pot, est-ce que c'est le même ? C'est-à-dire qu'il y a pour moi un vrai problème je dirais presque de logique
je dirais même d'intelligence de ce que c'est que le rapport à un film, des personnages entre eux, est-ce qu'ils partagent le même espace d'un plan à l'autre. Donc pour moi c'est un non-sens l'extrait plein pot. Ça a toujours été. Je pense je suis un peu radical là-dessus, mais je le crois vraiment, c'est qu'on se pose pas la question. En termes de mise en scène, c'est une faute, tout simplement. Et donc je me suis dit, en même temps, il faut montrer des images. Donc on va intégrer les films de Michael Cimino à l'intérieur de l'espace américain, et donc à l'intérieur de la vie. Ce qui fait que la vie, comme les gens de Mingo Junction, il y a le film et la vie, et tout ça commence à se mélanger. Ce qui fait que ça ne me dérangeait pas que des bouts d'extraits soient pas visibles. Parce qu'évidemment, vous ne projetez pas toujours, quand vous projetez dans un espace réel, vous êtes dépendant à la fois de la surface, c'est pas toujours un rectangle. Oui, c'est ça. Pour format scope, hein. Peut-être aussi pour des raisons techniques, mais si j'ai de bons souvenirs, tu ne projettes jamais, par exemple, dans la nature, enfin jamais sur une montagne. Oui, alors ça j'aurais adoré. Ouais. Mais ça, c'est des raisons parce qu'en fait, on fait ça comment, de façon très concrète, avec des vidéos proches. Ouais. Voilà. Et il faudrait 4 milliards de lumens pour pouvoir commencer à projeter sur une montagne, parce que ça, en fait, la projection d'extraits dans l'espace. Voilà, il y a tout ce que je viens de vous dire. Le parcours, la réflexion, la décision. Et après, il y a l'application de ça. Et là, c'est passionnant, mais c'est très compliqué. Parce que nous, en plus, c'était un tournage itinérant, c'est-à-dire qu'on était toujours en voiture avec notre matériel, où on a traversé les États-Unis coast to coast. Donc, il fallait à chaque fois qu'on trouve une solution pour se brancher, les distances. C'est très artisanal, hein, et trouver des bons endroits. Et donc, mais ce qui est intéressant, c'est quand on projette, par exemple, un extrait du Canardeur sur le motel ou voyage sur une façade de maison, alors que des voitures arrivent en bas, on ne sait même pas d'ailleurs vraiment où on est à ce moment-là. Il y a deux solutions. Ou bien je me dis, il faut impérativement qu'on voit l'extrait parfaitement, et puis autour il y a la vie, etc. Ou alors non. Et moi ça m'intéressait cette idée que le cinéma il y a un truc en formation, d'un point de vue chronologique dans le film. Au début, il est en formation, le cinéma de Michael Cimino. C'est-à-dire qu'il apparaît de façon incomplète. Parfois, la tête de Eastwood, elle est dans l'encadrement d'une porte et on ne le voit pas bien. On voit la texture de l'espace et des matières. Et donc, c'est un peu l'effet Body Snatchers, quoi. C'est-à-dire que l'extrait, il doit peu à peu, en fait, dans le film, on pourrait dire naître et sortir de l'espace. Et à un moment, il aura atteint sa maturité. Et là, il peut arriver plein pot. En fait, et il peut arriver plein pot. Pourquoi ? Parce que, et moi c'est ce qui m'intéressait, c'est qu'au début l'extrait c'est presque un corps étranger dans l'espace. Enfin, c'est pas naturel. On est dans la rue, on voit pas ça peut arriver, hein, mais on voit pas des gens, on voit pas des bouts d'extraits de films sur les muraux. Donc il y a un effet d'effet de greffe un peu comme un corps étranger. Et je me suis dit à un moment donné, il faut qu'on aille de ce corps étranger là à l'extrait qui a le même statut que les plans qu'on est en train de tourner. Autrement dit, le moment documentaire, avec beaucoup de guillemets, et le moment de l'extrait de film de fiction se mêlent intégralement. Mais pour ça, il faut qu'il y ait un travail, on pourrait dire, de naissance ou de révélation au sens photographique du terme des extraits. C'est-à-dire que si j'avais commencé plein pot, c'est une catastrophe. Enfin, je veux dire, c'était une vraie catastrophe, même de sens, quoi. Si j'avais commencé en passant un extrait plein pot du Canardeur, j'aurais absolument rien compris à ce qu'est le cinéma de Michael Cimino, etc. Mais par contre, à la fin, l'idée que les extraits se mélangent, se fondent avec l'espace. Moi, il y a une séquence qui m'a beaucoup intéressé, c'est une séquence de fondu, dans laquelle où les extraits des films de Cimino se fondent avec l'espace américain et sont un peu détournés d'ailleurs. Pourquoi ? Parce que l'espace américain et les films de Cimino se confondent. Et c'est là pour moi la puissance du cinéma américain, c'est quand dire le cinéma, c'est dire l'Amérique, et vice versa. Pour moi, c'est la grande puissance du cinéma américain. Et donc, il fallait qu'on arrive à cette espèce de mélange-là, jusqu'à des moments d'ailleurs où les plans des films de Michael Cimino sont presque utilisés comme des plans que j'aurais pu, toute proportion gardée bien sûr, tourner du point de vue du sens du film. Le moment où Mickey Rourke regarde le drapeau, j'aurais très bien pu trouver un vrai drapeau. Et où j'aurais pu mettre en relation par exemple le drapeau que j'aurais trouvé dans la rue avec le regard de Cimino. Mais ça m'intéressait d'un seul coup que ce soit le drapeau du film de Michael Cimino, ce qui fait qu'il n'y a plus de différence de savoir si on attend de regarder un film ou l'espace tel qu'on est en train de le filmer. Mais avant que l'extrait acquiert ce statut, il faut expliquer ça. Alors on l'explique pas par la voix off. Cimino est pas en train de vous dire ce que je suis en train de vous dire. Il le dit, mais pas de façon théorique, pas de façon comme ça un peu chiante. Mais c'est juste dans ses films. Voilà.
This is not the Bronx or Brooklyn. It's not even New York. It's Chinatown, White. It can be very easy or it can be very hard. Well, why don't you make it easy? I'll help you get some of these renegade youths, witnesses, evidence, everything you need. You'll get headlines, your superiors will relax, and everybody happy. And then you can stay in Chinatown, no transfer, and we can do business. You understand what I am saying to you, Mr. White? Yeah. Would a contract with us for security work after you retire be what you need? We got some late night club you could keep an eye on. Could mean 100,000 a year. And we could put it anywhere in the world. Yeah, I don't think 100,000 is going to be enough. Okay. How much then? I'll take the same amount that you're going to make off your next 50 keys of heroin. At last, the clouds part to show the true sky. You know, most drug dealers are morons, Joey, but I gotta hand it to you. You're one silky son of a bitch. This the way you deal with the Italians? This the way you moved out Harry Young? How about your father-in-law, Jackie Wong? You know, rumor has it was your hand that was on the knife that killed him. You're a smart guy, though, Joey. But you made one mistake. I'm not Italian. I'm a Polak. And I can't be bought. I'm gonna burn you down. I'm gonna drag you and your dirty laundry out on the street. And I'm gonna humiliate you. You are very stupid. And you're not gonna last. I'll last long enough to piss on your grave. Tu parles de ce plan précis où Mickey Rourke regarde le drapeau. Moi, il y a un truc qui me fascine dans le cinéma de Cimino, c'est le rapport aux symboles patriotiques qui ont toujours un sens, mais parfois très, très légèrement détournés les uns des autres. Toute l'idéologie que le drapeau représente, je pense, ne veut pas dire exactement la même chose que le God Bless America à la fin de Voyage. Et puis alors, il y avait un autre truc, c'est peut-être une facétie, mais qui m'intéressait, c'est qu'il y a quelque chose, pour le coup, on peut assez rapprocher ce plan-là du plan océanique de Michael Mann, dans sa manière de s'extraire de l'instant pour aller regarder son horizon à lui, qui est ce drapeau, et toute cette idéologie qui va avec, de communion au-delà des communautés. Oui, alors après, si vous me lancez sur le rapport Cimino-Michael Mann, on va rester là longtemps. Hein. Mais non, mais après, je veux dire, il se trouve que là, d'un point de vue très personnel, c'est que pour le hasard du calendrier, font que, voilà, le bouquin que j'ai écrit sur Mann sort à peu près au même moment que Cimino. Et que tu leur donnes deux sous-titres qui se rapprochent. Tu fais un parallèle quand même. C'est pas du tout les mêmes mirages. Mais en tout cas, c'est une question que je me suis posée parce que le titre du bouquin sur Michael Mann existe depuis longtemps, celui sur Cimino existe depuis moins longtemps. Voilà. Mais la coïncidence a fait qu'on se retrouvait avec un livre et un film qui avaient comme titre ou sous-titre le mot mirage. Et donc je me suis beaucoup posé la question parce que voilà, en me disant quand même, il n'y a pas un autre mot possible ou autre, mais je me suis dit non. C'est exactement ce que je voulais raconter sur Cimino et sur Mann. La question du mirage est quelque chose qui me fascine à titre personnel. Je pourrais vous en parler pendant 3 heures. Mais je trouve que c'est vraiment quelque chose de fascinant, cette espèce de rapport à une réalité qu'on croit voir exister, qui fait qu'on agit et qui en même temps s'évanouit, n'existe pas. Je crois beaucoup à ça. Je pense que quand, je veux dire, de façon un peu plus profonde, le mirage est ce qui nous définit. On est des mirages de nous-mêmes, on court après des mirages, on croit que ça disparaît. Tout ça renvoyant à des choses liées comme ça à l'illusion, à l'absence, etc. Mais je crois que le mirage est vraiment c'est plus qu'un mot. Je pense que c'est une clé ou un concept à la fois pour voir les films et notre rapport au monde en général que je trouve extrêmement
en cas de pour moi que je trouve productif, hyper consistant. Voilà, c'est ça que je veux dire. Et donc les deux mots étaient importants pour moi. Mais Cimino et Mann, après je vous dirais de façon un peu auto-centrée, c'est-à-dire que dans la mesure où c'est mon cas, mais c'est le vôtre j'imagine, ou ceux qui écrivent ou font des films, si on a un rapport un peu sincère avec les objets vers lesquels on va pour écrire des livres ou faire des films, autrement dit si on ne fait pas, on essaye de se tenir un peu à distance on pourrait des films ou des livres de commande, ce qui peut arriver, là c'est autre chose, mais moi ça ne m'est, sauf une seule fois, ça m'est jamais arrivé en fait d'écrire un livre parce qu'on me demandait d'écrire un livre sur, ou alors qu'il est de faire un film parce qu'on me demandait de faire un film sur. Donc, de certaine manière, ce qui relie, le fait qu'on se mette à travailler et sur Cimino et Mann, moi je crois que la somme de tout ce qu'on fait est la meilleure définition de soi-même. Hein, et parce que quand on écrit sur un cinéaste ou quand on fait un film, on n'écrit pas de façon objective, froide et clinique. Sur Mann, sur Cimino, sur Carpenter, sur tout ça, etc. Mais c'est une subjectivité qui part à la recherche d'une vérité qui souhaite un peu universelle. En fait, c'est ça qui est compliqué, écrire sur le cinéma, c'est cette espèce de mélange des deux. C'est-à-dire que la subjectivité, elle a aucun intérêt si elle n'est pas guidée par une recherche de vérité qui pourrait être acceptée par un plus grand nombre. Donc c'est vraiment un équilibre très subtil entre les deux. Et donc pour moi, le rapport entre Mann et Cimino, il est évident. Pourtant, ça n'a rien à voir, ils n'arrivent a priori pas au même moment, grosso modo, de l'histoire du cinéma américain, ils viennent pas des mêmes endroits, ils n'ont pas les mêmes parcours cinéphiliques, biographiques ou autres, mais il y a 2-3 choses qu'ils partagent. C'est pour ça que quand vous mentionniez la question du plan océanique, qui pour moi est capital chez Mann, peut-être que chez d'autres, quelqu'un écrirait un livre sur Michael Mann, peut-être qu'il ne ferait pas du plan océanique quelque chose d'aussi emblématique que ça l'est pour moi. Hein, dans le livre sur Michael Mann, le livre s'achève par le plan océanique. Donc c'est quand même le point d'arrivée de tout le voyage. Donc c'est énorme. On en avait peut-être parlé à l'époque, je ne sais plus à quel moment, parce qu'un livre aussi c'est un problème de montage et de structure. Mais à quel moment ce moment ou ce chapitre sur le plan océanique apparaît? Est-ce qu'on le met au début du livre ou est-ce qu'on le met à la fin? Ça change tout. Hein, c'est comme un problème de montage quand on fait un film. Et donc ce plan océanique, qui est évidemment capital chez Mann, pourrait être presque l'équivalent, on pourrait dire, évidemment, du drapeau américain à Mickey Rourke. Et moi je disais à mon monteur, du jamaïcain, je lui dis, tu sais, là, ces 2 plans de Mickey Rourke en train de regarder le drapeau, c'est le cœur du film. Ce sont les 2 plans les plus importants du film. Et alors, pour le coup, ce qu'on n'a pas tourné, et dans le sens où, c'est-à-dire que tout tourne autour de ces 2 plans-là. C'est-à-dire que, je veux dire, si t'as compris le film qu'on est en train de monter, tu comprends que ça, c'est le moment central. Voilà. C'est-à-dire que c'est cette espèce d'homme-là qui a une origine polonaise qu'il essaie de masquer, donc qui est lié à la question de la communauté. C'est quoi être américain? Est-ce qu'il faut s'assimiler complètement? Est-ce qu'il faut affirmer son identité différente? Qui est à cheval entre l'Europe et l'Amérique? Enfin voilà, qui est à la fois toute l'Amérique, ce qu'était Cimino lui-même, enfin tous ces gens-là, etc. Ce type-là, il est devant un miroir, il est devant un drapeau, séparé par une vitre. Donc tout est dit, il y a à la fois l'objet, on pourrait dire, de son mirage, de son désir, il y a une vitre, ce qui fait qu'il n'est pas complètement accessible, ça reste quand même une image, c'est très important ça. Hein, il n'est pas en train de regarder un drapeau dans la rue. Et il se retourne, contrairement à Mann où on va regarder plutôt l'horizon. Là, il y a un dispositif. Mais on voit bien ce qui les rapproche, qui est extrêmement fort. C'est-à-dire que le Mann est guidé par on pourrait dire, par une espèce de manque existentiel, par une sorte de recherche d'utopie. Mais c'est la même chose. Ce sont 2 cinéastes qui, c'est quelque chose qui me tient à cœur, sont des cinéastes anachroniques. Ça, qui ne savent pas, qui cherchent, en tout cas pour lesquels le fait d'habiter le présent est un problème en soi. C'est passionnant ça. Et dès lors qu'on se dit qu'habiter le présent c'est un problème, c'est la façon d'avoir une chance de le frôler. C'est les gens qui se disent qu'ils n'habitent pas. Hein. Moi, je suis toujours convaincu que quand on est sûr qu'on habite le présent, c'est qu'on habite alors là très très loin, quoi. Non, je veux dire, c'est une matière à inquiétude pour Mann et pour Cimino. Donc ils partagent cette espèce de même anachronisme, ça c'est une évidence absolue, et ils partagent cette espèce de rapport, on pourrait dire ils partagent cette même mélancolie existentielle, voilà. Et la mélancolie, c'est quoi par rapport à la nostalgie? La fameuse phrase de Cimino, si s'inventer une nostalgie pour un passé qui n'a jamais existé, concrètement ça veut dire quoi? Ça devient de la mélancolie. Et bien sûr, c'est la définition même de la mélancolie. C'est-à-dire que si la nostalgie n'a jamais existé,
en histoire de l'art, en psychanalyse, mais en histoire de l'art, ça s'appelle la mélancolie. Et donc, j'ai gardé cette phrase-là qui me semblait, enfin, qui a été pour moi une phrase importante et qui reste une phrase importante, mais il faut la réfléchir, la phrase. Parce que, on se dit c'est une belle phrase, mais pourquoi c'est une belle phrase? Parce que c'est une phrase, comme dirait Deleuze, incompossible. C'est-à-dire qu'il met deux propositions l'une à côté de l'autre qui, a priori, ne peuvent pas cohabiter. Inventer une nostalgie. Alors déjà, c'est quoi inventer une nostalgie? La nostalgie, on l'a ou on l'a pas. Est-ce qu'on peut l'inventer? Donc déjà, c'est très compliqué cette phrase. Pour un passé, alors ça a priori oui, parce que la nostalgie renvoie à quelque chose qui a eu lieu, qui n'a jamais existé. La double peine, on se dit, mais alors c'est quoi ce passé qui n'a jamais existé dont je suis nostalgique? Ça s'appelle la mélancolie. C'est-à-dire que c'est une espèce on pourrait presque dire, de regret d'un objet dont on sait qu'il est irrémédiablement et qu'il a toujours été perdu. C'est pour ça que le mélancolique a une puissance sur le nostalgique qui est colossale. Le nostalgique, en fait, il est un peu étriqué. Enfin, je dis ça... et ce qui donne toute la modernité, justement, au cinéma de Cimino et qui l'empêche de devenir passéiste ou réactionnaire, quoi. Oui, mais après, ça c'est des discussions, c'est très dans l'air du temps, le côté passéiste. Je pense que... Non, mais c'est quelque chose qui lui a été déjà reproché. Bien sûr. Je connais pas d'artiste qui soit pas réactionnaire. Il faut être réactionnaire. Ça veut dire quoi être réactionnaire? Soit on l'entend comme dans l'ère du temps de la novlangue d'aujourd'hui, réactionnaire, en gros ça veut dire conservateur, passéiste ou autre. Non, réactionnaire, c'est être en réaction contre. Et je pense qu'un artiste, s'il n'est pas réactionnaire, autrement dit, s'il n'est pas en réaction contre le présent ou le contemporain, c'est pas un artiste. Ford était un réactionnaire. Cimino, Michael Mann, Sam Peckinpah, mais même Visconti, Pasolini, tous ces grands sont des réactionnaires. C'est très noble. Je veux dire, s'il n'y a pas de réaction, il n'y a pas y a pas de rage, il n'y a pas d'envie de sortir, etc. Quelqu'un qui me dit je ne suis pas un réactionnaire, je dis à ce moment-là, t'es content du présent. Et on ne peut pas être artiste et content du présent. Dire ce qui met en mouvement quand on est artiste ou philosophe ou un télo ou n'importe quoi, c'est qu'on est enragé contre le présent. Moi j'aime beaucoup le terme de rage. Plus que le terme on pourrait dire de colère, etc. Non, là, on parlait de Pasolini, il a fait ce film et ce livre s'appelle La Rabbia, il se définissait comme un enragé perpétuel. Et je pense que c'est une manière d'être au monde que je trouve extrêmement saine. Dans un air du temps, aujourd'hui, où c'est plus compliqué, on a le sentiment que l'adhésion au présent et au contemporain est la preuve qu'on n'est pas nostalgique, on voit les torsions dingues auxquelles on arrive, alors que le contentement du contemporain, c'est tout sous une démarche que je trouve, on pourrait dire intelligente, de réaction, de contestation. On doit être réactionnaire. Donc tout ça, ce sont des cinéastes qui sont globalement réactionnaires, dans le sens où ils sont en réaction contre un contemporain, contre un présent dont ils essaient de voir, de prévenir la catastrophe vers laquelle elle nous mène. Georges Didier Huberman avait écrit un bouquin hyper intéressant là-dessus qui s'appelait Sentir le grisou. Et c'est ça, sentir le grisou. Les grands cinéastes, ils sentent le grisou. Et le grisou, c'est les temps qui viennent. Donc la question du présent, elle est vraiment ridicule. Enfin, pas votre question, c'est pas du tout ce que je veux dire. Mais se dire, est-ce que le cinéaste, le présent, le futur, évidemment qu'on est tous anachroniques, on est tous toujours en retard, et que certains, des gens qui font des films ou écrivent des livres, etc., parfois sentent le grisou. C'est rare et c'est extrêmement précieux. Et je pense que c'est vraiment ce qui animait, d'une certaine manière, Mann et Cimino. Donc pour terminer sur cette histoire du drapeau, le drapeau que regarde Mickey Rourke, c'est une espèce d'incarnation, représentée par le drapeau américain, de ce qu'est le mirage, évidemment, le fameux mirage américain que Cimino tente d'atteindre. Mais le mirage veut quand même bien dire ce que c'est. Mais alors, une fois qu'on a dit ça, si on réfléchit 2 secondes, on se dit, ok, donc le mirage, ça n'existe pas. Bon, d'accord. Analyse un peu courte, tout de suite, le mirage n'existe pas. Mais le plus intéressant là-dedans, c'est pas le fait que le mirage existe ou pas. La question que pose Michael Cimino, tous ses films, c'est pas de savoir si le drapeau américain tel que le fantasme Mickey Rourke existe. Ça, on peut écrire ça, c'est pas très intéressant. Ce qui est intéressant, c'est de se dire, qu'est-ce que va mettre en œuvre le personnage, les peuples, la communauté, etc., d'une certaine manière, pour aller tenter d'accomplir ce mirage ou le chercher. C'est le geste
qui fait qu'on va vers le mirage qui est important. Qu'il existe ou pas, à la fin, on s'en fout, puisque c'est ce qui guide le voyage. Si vous faites aux États-Unis un voyage en allant chercher, je sais pas, votre Eldorado à vous, ou votre Shangri-La, pour les fans de Frank Capra, vous allez faire 20, 30, 40 000 miles, etc. sur le territoire américain, mais toute l'aventure, c'est ça. Qu'à la fin, il n'y ait pas d'oasis, ou il n'y ait pas de... On en revient au dernier plan de Sun Chaser. Exactement. C'est qu'à la fin, d'une certaine manière, la résolution du mirage existe ou pas, marque tout de suite la fin de l'aventure. Donc c'est ce qui est intéressant, et je pense que c'est tout l'intérêt des films de Michael Cimino, c'est la façon dont ils sont allés vers le fantasme, la désillusion, ou dans le cas de Mickey Rourke, vers la pathologie. Parce que Mickey Rourke est un personnage qui, lui, on pourrait dire, a un usage pathologique de son propre fantasme d'Amérique. Voilà. Fuck you. What did you say? I said, fuck you. I'm tired of all this Chinese this, Chinese that. You people, you think gambling, extortion, corruption are kosher? Because it's 1,000 years old? Well, all this 1,000-year-old stuff, it's a lot of shit to me. This is America you're living in, and it's 200 years old, so you better get your clocks fixed. You're not special, and you're not beyond the law any more than the Puerto Ricans or the Polacks. So we're all going to obey the law the way it says. So start doing something about it and fast. You're all going to suffer. Mais justement, est-ce qu'il n'y a pas un portrait dans le personnage de Mickey Rourke, un portrait en creux de Cimino et de sa remise en question, je pense, du traumatisme de la réception de La Porte du Paradis, et qu'il y a vraiment, parce que c'est un des personnages les plus antipathiques, entre guillemets, presque de sa filmographie, qui par son obsession, en fait, n'entraîne que quasiment de la désolation autour. Il y a quelque chose de pathologique et dont le personnage se rend compte, mais n'arrive pas à aller contre, en fait. Oui, bien sûr. Mais d'ailleurs, c'est un peu ce que raconte Oliver Stone, lorsqu'il explique que finalement, alors qu'il coécrit, au début c'est plutôt Stone qui écrit le script de La Dragon, et voilà, et puis peu à peu au contact de différents personnages dont le fameux Stanley White, etc., mais que Cimino transforme de plus en plus le personnage de Stanley White, qui s'appelait Stanley Bowers dans le roman original, à sa propre image, d'une certaine manière, et je pense que Mickey Rourke est de très loin le personnage le plus autobiographique de Michael Cimino. C'est-à-dire que Cimino, il a toujours été, en plus on le voit dans la structure de ses personnages, quand on regarde Le Canardeur. Le Canardeur, c'est un film quand même capital, puisque c'est a priori, ce qui n'est pas toujours le cas de tous les cinéastes, mais c'est la base, c'est-à-dire que c'est la matrice. C'est tout ce qui va développer par la suite Michael Cimino est dans Le Canardeur. Et Le Canardeur, ça nous raconte quoi? Ça nous raconte l'histoire d'un couple impossible. Je fais court, en renvoyant les auditeurs au film, il faut l'avoir vu. Bon, voilà, un couple impossible entre Eastwood et Jeff Bridges. Eastwood qui est déjà un type plutôt installé à l'époque, Jeff Bridges qui commence, entre un vieux et un jeune, entre un type qui a le futur devant lui, qui croit l'avoir, et puis celui qui n'a plus qu'un passé derrière lui. Voilà. Le film est extraordinaire d'un point de vue existentiel. Le genre, c'est bon, mais d'un point de vue existentiel, c'est un film prodigieux, Le Canardeur, et avec 2-3 moments clés évidemment, et puis cette espèce de moment où que moi j'adore, lorsque Jeff Bridges propose à Clint Eastwood, après un coup plutôt réussi, si on faisait équipe tous les deux, ça serait formidable, etc. Et l'autre d'un seul coup, prend un air un peu plus grave, une espèce de voile un peu sombre le recouvre et dit tu arrives 10 ans trop tard. Voilà, bon, ça, un cinéaste qui dès son premier film fait dire à Eastwood ça aux plus jeunes. Est prodigieux, et je pense que l'anachronisme, ce sentiment de retard et d'avance sur lequel se termine le film via la parole elle-même de Cimino, une partie de moi à 20 ans d'avance, une partie de moi à 20 ans de retard, c'est comme ça. Bon, et le Canardeur, c'est déjà, alors que moi les enregistrements que je fais avec Cimino, ça a lieu en 2010-2011, quand il me dit ça, il me dit quelque chose que je sais déjà si j'ai vu Le Canardeur. En réalité, moi je crois toujours que la parole du cinéaste est dans les films. Et donc c'est le mariage, on pourrait dire, d'un jeune et d'un vieux, du passé et du présent, c'est-à-dire que de cet endroit où ils pourraient se retrouver, qui s'appelle justement le présent, qui est inhabitable et introuvable. Et l'un d'ailleurs va se terminer tout seul et l'autre va mourir. Bon. Ce qu'on comprend avec tout ça, c'est que en fait, dès le départ, Cimino, il est la somme de ses personnages principaux. C'est ça qui est passionnant. C'est-à-dire que Cimino, il est Eastwood et Jeff Bridges. Il se rêve
on pourrait presque dire comme l'alliage impossible de ces deux-là, comme une espèce de pôle alternatif, quoi, d'un courant alternatif. Il va vers l'un, il va vers l'autre. Il est Eastwood, il est Bridges, il est Bridges, il est Eastwood. Il est à la frontière. Et ce qui est extrêmement mélancolique pour le coup dans ce rapport-là, c'est que souvent ce sont disons que c'est la vieille garde, c'est les plus anciens qui vont d'une certaine manière castrer les plus jeunes. Enfin, Ah, c'est son obsession, ça. Oui, bien sûr. C'est l'idée qu'à la fin. C'est très littéral au début de La Porte du Paradis, bien sûr, mais bien sûr. C'est déjà le cas évidemment dans le carnet. Et le Sicilien, hein, qui commence avec l'enterrement du jeune Salvatore Giuliano. C'est-à-dire que le film est placé presque à la façon d'un film noir, de certaine manière, hein, cette espèce de destin fatal, etc. Et sous le signe d'une jeunesse coupée dans son élan. Donc tout ça pour dire que Cimino, en fait, quand on voit ses films sur le Canardeur, Voyage, Heaven's Gate, jusqu'à La Nuit du Dragon, après c'est encore autre chose, on pourrait en parler, mais jusqu'à La Nuit du Dragon, on voit bien que Cimino, il est et Eastwood et Bridges dans le Canardeur, il est et De Niro et Walcott, d'ailleurs, Voyage au bout de l'enfer est aussi fondé sur l'idée d'un film qui n'a pas de héros, mais qui en a deux. C'est un truc très moderne, très original, et que tout le problème de Niro, alors ça je vais pas revenir là-dessus, mais tout le problème de Niro dans Voyage au bout de l'enfer, c'est qu'il perd sa moitié, en l'occurrence Christopher Walken, et que sans sa moitié, il n'est plus le prince. Voilà. On pourrait développer ça pendant des heures, etc. Mais c'est très important, c'est-à-dire que c'est ce qu'on appellerait de façon un peu pédante un duo vidu. C'est-à-dire que De Niro n'est pas le héros de Voyage au bout de l'enfer. Cette idée de héros coupé en deux, en fait. Ouais, mais même James Avril, c'est un personnage qui, comme Cimino, veut aller à la fois les extrêmes opposés, mais rassemblés simultanément, quoi. Il veut tout et son contraire simultanément. À la fois ça, et en même temps, Christopherson et Walken forment une espèce de couple, d'une certaine manière. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'est-ce que Cimino en fait de ces deux personnages-là. Et il nous montre toujours que pour occuper une position héroïque, en tout cas d'adéquation de soi avec le monde, avec l'Amérique. Bon, je vais un peu vite. Il faut effectivement un personnage héroïque. Voilà. Le John Wayne des années 40, grosso modo. Et alors Cimino, qui est un cinéaste hanté par l'anachronie, mais pas du tout, on pourrait dire, passéiste ou ringard ou dépassé. Hein, et c'est ça qui est évidemment passionnant. Mais toujours en scène l'idée d'un héros qui est clivé. Or tout le problème, c'est que cette espèce de coup, pourquoi pas à la limite, hein, plutôt que d'avoir un seul héros, on pourrait avoir deux personnages qui se passent le relais, qui constituent à la fin une figure héroïque double. Mais dans ces films-là, cette figure héroïque n'arrive pas à tenir, hein, soit parce que l'un disparaît, soit parce que l'autre se met à manquer, comme dans Voyage au bout de l'enfer, soit parce que l'autre est complètement absent, comme dans le cas de La Nuit du Dragon. C'est ça qui est passionnant, c'est qu'il nous dit, voilà, ce sont des héros qui sont la somme de plusieurs personnages. Le héros, il est double, il est parfois triple, et on se rend compte qu'à aucun moment il y a une coïncidence possible. Et ça, c'est la fragilité qui court dans tous les films de Michael Cimino. Et ça, on le voit dès le Canardeur. Il y a un moment où on croit que ça va être possible, c'est évidemment le moment où Jeff Bridges arrive dans la voiture avant qu'il pose cette question à Clint Eastwood. Autrement dit, le moment presque fantasmatique, d'idéal, etc., dans le Canardeur, il est atteint pendant 3 secondes. Voilà. Donc ça veut dire quoi? Et ça c'est quelque chose qui est typique de Cimino, mais en fait qui est typique de beaucoup de cinéastes que j'aime, c'est que c'est des gens qui en fait, pour revenir sur cette question du présent, etc., savent que le présent n'existe pas. Chose dont personnellement je suis intimement convaincu. C'est-à-dire que le présent, c'est quelque chose qui, dès lors que je le formule, a déjà disparu. Donc, Cimino a toujours filmé le présent comme quelque chose d'immédiatement disparu. Séquence du Malade en Voyage au bout de l'enfer. Quand je regarde cette séquence-là, c'est la force du home movie. Le home movie, c'est quoi? C'est pas quelque chose... Ce qui compte, c'est pas de se dire qu'on prend sa caméra Super 8 à l'époque. Aujourd'hui, sa caméra 4K ou son iPhone, etc. pour filmer. Le movie, c'est quelque chose qui est là pour filmer des gens qu'on reverra quand ils seront morts. C'est tout. Donc filmer le présent, c'est pas enregistrer le présent, c'est filmer des souvenirs. C'est donc filmer la mort au travail, tout simplement. Le home movie, c'est une des formes les plus funèbres du cinéma. Voilà. Et quand Cimino filme la séquence du mariage, si vous l'avez un peu en tête, vous voyez qu'il filme ça comme un enterrement. Et pourquoi? Parce que sa forme est celle du home movie. Et le home movie, c'est la forme des morts. C'est la forme des gens qui savent qu'il n'y a pas de présent, sinon immédiatement du côté de leur disparition. Et ça, moi, je suis très sensible à ça, parce que je pense que c'est
là on parle de Cimino, mais en fait à la limite on pourrait presque oublier Michael Cimino. C'est des questions presque plus existentielles, plus philosophiques, plus personnelles, humaines qui posent. Et là on est loin du cinéma. Le cinéma n'est qu'un moyen pour atteindre ce genre de questions qui moi me semblent à titre personnel vraiment passionnantes, quoi. Et que ressentent d'ailleurs les gens de Mingo ou des gens qui ne sont pas des gens cinéphiles. Ça sans forcément mettre des mots, ils le ressentent. C'est là que le cinéma devient grand. Là ça devient intéressant. Et tu penses que c'est par son étirement en fait qu'il arrive à ça, parce que tu parles justement de Deer Hunter comme un sorte de remake très personnel de la part de Cimino de Quelle était verte ma vallée. Dans Quelle était verte ma vallée, le film est enserré par la voix off qui donne tout cet aspect mélancolique vis-à-vis de cette communauté, de cette idée de retour. Comment Cimino, lui, arrive, à ton avis, sans cet artifice-là, entre guillemets, de narration? Il arrive par ce que je viens de dire, par cette espèce on pourrait dire, de mélange entre une forme qui a l'air complètement intime, du côté du film de famille, au plus près de la vie réelle de ces gens-là, presque indépendamment de leur rôle dans la fiction. Où d'un moment, on oublie qui est De Niro, Walken, et même le mélange se fait avec les gens de la communauté. C'est presque du Cassavetes, quoi. Il y a presque ce moment où on oublie qu'il y a des personnages de fiction et qu'on atteint le moment encore plus passionnant qu'un personnage de fiction, c'est des gens. Moi, j'en suis convaincu de ça. Alors, le problème, c'est attention, il faut faire advenir ça. C'est que c'est pas des gens forcément en tant que tels, c'est en tant que Cimino, Walken, De Niro se mêlent à une population. À la fin, on oublie qu'il y a un récit qui doit démarrer. Enfin, je ne sais pas si vous avez en tête votre premier sentiment devant le voyage au bout de l'enfer, où au bout de 40-45 minutes, on s'en fout de ça. Oui, on sait bien, parce que le film s'appelle comme ça, parce qu'on en a parlé avant ou autre, mais la présence du Vietnam s'éloigne tellement, cette espèce de moment de la vie est passionnant, et on a presque envie de partager ce temps-là. Et l'idée de génie, évidemment, du film, c'est qu'alors que le Vietnam est en train de s'éloigner, nous, en termes d'identification, qu'il le fait ressurgir violemment. C'est-à-dire que s'il avait fait surgir le Vietnam dès le départ, ça changeait tout. Parce que là, on s'y attend, on est venu pour ça. Ok. Là, non. C'est-à-dire qu'il joue avec cette espèce d'effet d'attente, etc. Et moi, ça reste quand même toujours présent, avec notamment le béret vert ou bien sûr. La goutte de vin, bien sûr. Ça te le disait tout à l'heure, le pressentiment chez Cimino vaut pour vérité, en fait. Oui, mais quand il dit j'ai une part de moi à 20 ans d'avance, 20 ans de retard ou autre, c'est que c'est quelqu'un qui est toujours du côté de la mélancolie, oui, ou du pressentiment. Mais c'est-à-dire que c'est quelqu'un dont tous les films, et lui-même, et comme beaucoup d'autres d'ailleurs, cherchent toujours, à un moment donné, cette espèce de rapport, on pourrait dire, au présent, mais d'un rapport qui est du point de vue du passé ou du point de vue du futur, qu'on sent, quoi. Puisqu'on questionne un peu le rapport au temps de Cimino, il y a quelque chose qui me fascine. Alors évidemment, je ne vais pas revenir sur le côté plastique du cercle presque ophiulcien de Heaven's Gate, mais il y a un truc qui revient régulièrement dans son cinéma, c'est que la fin et le début, en fait, assez systématiquement dans ses films, que ce soit narrativement, plastiquement, politiquement, tout ce qu'on veut, c'est très clairement énoncé en effet au début de La Porte du Paradis, mais on retrouve aussi ça dans L'Année du Dragon, qui s'ouvre et se ferme presque sur le même enterrement. Voilà, c'est comme un éternel recommencement de l'histoire, etc. C'est le côté Le Guépard aussi. C'est le côté Le Guépard, oui. Il faut que tout change pour que rien ne change. Après, Le Guépard, c'est un film tellement important. Enfin, je pense que tous les cinéastes, en tout cas beaucoup des cinéastes que j'aime, je me dis que la rencontre avec Le Guépard, c'est une rencontre déterminante. Voilà. Je pense que c'est le cas. Rencontre avec certains romans ou des choses comme ça, mais le Guépard est un film qui ramasse déjà tellement toutes ces questions dont on est en train de parler, et c'est très impressionnant. Donc le goût de Cimino pour Visconti, c'est pas uniquement le goût des beaux décors, etc. C'est qu'il a senti en Visconti quelque chose, dans un de rapport au présent, un rapport à l'histoire, un rapport au temps qui passe et qui nous dépasse très vite. Je veux dire, vous le savez, mais James Avery dans La Porte du Paradis, c'est vraiment le personnage qui se définit intégralement par cette question du retard. La Porte du Paradis, le lieu même, c'est l'endroit où se joue ce moment où le présent, parce que le moment où James Avery connaît déjà, sait déjà qu'il y a cette liste et qu'ils font la fête avec tous les gens qui sont dans La Porte du Paradis, qui sont eux pas au courant. Nous, en tant que spectateurs, on sait déjà que ce présent-là n'existe plus. Sûr. Mais ça, c'est une idée de génie. Bien sûr, mais Heaven's Gate, le titre, là, pour le coup, La Porte du Paradis, c'est l'endroit du mirage de Cimino.
hein, cette espèce de, tout simplement, c'est un endroit à un moment donné figuré, incarné, mais qui n'existe pas et qui existe en même temps, parce que encore une fois, la question n'est pas tranchée, hein, et cette fameuse séquence très célèbre de danse entre Kristofferson et Isabelle Huppert, Avril est là, donc la prostituée. Je ne sais pas si vous avez en tête cette séquence, mais il commence à danser, la salle est pleine, etc. Puis d'un seul coup, il n'y a plus personne et on passe à quelque chose de joli. Il arrive à garder dans la continuité, à produire le sentiment que la séquence passe du présent, on pourrait presque dire, au point de vue de ce présent en train de disparaître. C'est-à-dire que Cimino est un maître, mais comme l'était Visconti, comme l'était aussi un peu, moi je trouve, Peckinpah, Ford évidemment. En fait, au fil des années, il y a quelque chose, une sorte de conviction qu'on acquiert, en tout cas qui est la mienne, et pour plusieurs personnes pourront avoir une conviction différente, c'est que la puissance du cinéma, c'est que c'est d'abord un art du temps, beaucoup plus qu'un art de l'espace. Alors que, je n'aurais pas dit ça il y a 20 ans. Je pense que quand on commence à s'intéresser au cinéma, on croit beaucoup plus que c'est un art de l'espace. Voilà, tout est discutable, mais voilà. Et peu à peu, on comprend. C'est pour ça que la rencontre avec Visconti et avec Le Guépard, moi, ça a été une rencontre plutôt tardive. Parce que si on comprend pas ça, on comprend. Enfin, je parle pas de l'histoire. Hein, on comprend pas Le Guépard. Et finalement, cette question du temps, évidemment, je ne suis pas en train de dire que l'espace n'est pas important, etc. Mais le cinéma, c'est d'abord un art du temps. Et Cimino, ce n'est que sa matière. C'est comment être à l'heure, comment finalement pouvoir coïncider avec une époque, être dépassé ou par elle. Est-ce que l'Amérique dont je rêve, elle sert l'Amérique d'aujourd'hui? Est-ce que ça a un sens au moment où je fais mes films, ou au moment où je suis en train de vivre aux États-Unis, de rêver encore d'une Amérique qui a déjà disparu, etc. Donc cette question en fait du temps, elle est centrale chez Cimino. La question évidemment du raccord dont on parlait. Moi, je ne connais pas au cinéma de meilleurs moyens que le raccord, en fait, comme ça, extrêmement radical et violent, qui fait passer dans l'ellipse une partie importante du temps, pour faire sentir le passage du temps précisément. Le contre-exemple pour moi étant Benjamin Button. Bon, je prends cet exemple-là comme ça. Et on voit bien que à ce moment-là, Fincher se pose la question du passage du temps. Comment rendre visible au cinéma le passage du temps? Alors, avant, on mettait des sabliers, on mettait des calendriers, on mettait des fondus sur des horloges, enfin, les vieilles techniques du cinéma muet, très bien. Mais c'est vrai qu'on a un tout petit peu évolué sur cette question-là, parce que quand la modernité au cinéma, c'est aussi d'un seul coup le sentiment d'un temps qui creuse, hein, que voilà. Bon, on va pas parler de modernité au cinéma, mais ça compte quand même. Le temps est apparu comme un événement majeur dans le cinéma des années 60, après les années 60, alors qu'il l'était beaucoup moins dans le cinéma classique. Là, je renvoie aux 2 ouvrages de Deleuze, peut-être que ça intéresserait, Image, Mouvement, Image, Temps. Et donc, le meilleur moyen de faire sentir ça, la stratégie de Fincher, on voit ce qu'il cherche, mais me semble-t-il, on voit que ça ne fonctionne pas. C'est-à-dire qu'à la fin, on voit un personnage qui passe de vieux à jeune, on voit l'effet, etc., etc. Or, il n'y a pas pour moi un sentiment plus important du passage du temps qui passe que le raccord violent. C'est-à-dire que quand Kristofferson, dans Heaven's Gate, réapparaît barbu dans cette espèce de wagon, de poussière, etc., etc. Je ne connais pas d'image de cinéma en fait, qui me donne autant le sentiment du temps qui a passé et du côté dévastateur du temps qui a passé. Parce que le temps qui passe, en fait, on s'en fout un peu. Mais par contre, de ce que ça a fait sur cet homme-là. Un mauvais cinéaste se serait dit, oublions la question de la durée d'Heaven's Gate, se serait dit entre le moment où Kristofferson, qui déjà est vieux à l'époque, parce qu'on pourrait longtemps parler de ça, c'est que Kristofferson, il a 42, 43 ans quand il tourne L'étudiant de Harvard. Oui, d'ailleurs, il est absolument pas crédible de la même manière que Mickey Rourke, qui paraît beaucoup trop jeune pour le... Oui, mais ça c'est intéressant. Oui, bien sûr. C'est-à-dire qu'on voit que cette espèce de hiatus à l'image entre Kristofferson et l'âge qu'il est censé avoir, ou de Rourke avec les dragons, participe de tout ce qu'on est en train de raconter. Ces gens-là ne coïncident pas déjà. Il y a un hiatus, il y a une sorte de dysfonctionnement comme ça, même dans le choix de l'acteur, du personnage qu'on a grimé, vieilli ou autre. Et donc un mauvais cinéaste aurait sans doute pris quelques séquences pour passer de Harvard, promotion de 1870, hein, avec cette grande phrase quand même de la fin, les années 70 c'est fini. Bon bref, ne parlons pas de ça, sinon on rentre dans un autre tunnel. Mais voilà, il aurait pris sans doute quelques séquences pour atténuer
et pour rendre plus crédible ou pour rendre moins violent la réapparition de Christopherson en shérif barbu et vieilli. Voilà. Donc, oublions encore une fois la durée du film, mais ce serait dit entre la fin d'Harvard et le moment Wyoming, 20 ans ont passé. Allez, tournons 10 minutes, on va le voir, il va vieillir, il va prendre un bateau, il va prendre un peu d'âge, etc. Le génie de Cimino, parce que pour moi, là pour le coup, le génie des grands cinéastes, c'est de savoir trancher et de justement de pas trouver cette espèce de chercher ce moment de consensus ou autre. Le génie, c'est de se dire non, on y va franco. Et un plan, il a tel âge, le plan suivant, il y a 20 ans de plus. Il y a aussi le fait d'oublier complètement le personnage féminin. C'est-à-dire que toute la première partie à Harvard tourne quand même beaucoup aussi autour d'une rencontre entre Christopherson et une jeune femme dont j'ai oublié le nom ou le nom de l'actrice, et qu'on ne reverra plus du tout, plus jamais, alors qu'on nous a... Ah si, on la reverra à la toute fin. Oui, à la toute fin, mais c'est autre chose. Ah ouais, mais c'est vachement important, c'est qu'en fait l'épilogue sur le bateau, qui est quand même un des moments les plus plombants de l'histoire du cinéma. Enfin, je disais, c'est un musée de cire, en parlant avec Manu hier. C'est ça, c'est que le tic-tac de la montre, l'arrêt, la perte des illusions. Enfin, le mouvement très lent pour aller allumer la cigarette. Je connais pas. Pour moi, c'est une des séquences les plus émouvantes, tragiques de l'histoire. Mais quand je dis tragique, c'est pas tragique à l'échelle de l'histoire. Hein, c'est tragique à l'échelle de l'individu. Et c'est là que le truc est absolument génial, c'est que tout le cinéma de Michael Cimino arrive à la fin dans cette espèce de mélange entre l'intime, entre la petite forme et la grande forme, entre l'intime et l'histoire. La fin de La Porte du Paradis, c'est tout ça à la fois. Hein. Mais à la fois, c'est juste l'histoire d'un homme qui retourne à sa classe. Hein. Bon, après on parlait longtemps parce que dans tout le rapport à Fitzgerald, etc. Et donc voilà, non mais tout ça pour dire que ce raccord-là, c'est vrai dans Voyage, c'est vrai dans Heaven's Gate, mais je sais que moi c'est quelque chose, pour vous dire, qui m'avait beaucoup servi quand j'avais fait le film sur Argento juste avant. Hein, qui était construit sur deux séquences, par deux moitiés en fait, et on passait de l'une à l'autre par un raccord, qui est un film que j'ai fait il y a 2 ans maintenant, qui s'appelait Dario Argento Soupir dans un corridor lointain. La première partie du film, c'était un film que j'avais tourné pour la télévision en 2000, donc de 45 minutes, et donc sur Dario Argento en 2000. Au moment où il est en train de tourner Non Sono, je l'avais accompagné à Turin, à Rome, etc., etc. Donc en 2000, Argento, il y a quand même plus de 20 ans. Et au moment où il se remettait en scène, il avait encore une petite place dans l'industrie du cinéma italien, etc. Et bon, je vous passe tous les détails. Et moi, j'ai continué à le voir pendant des années, etc. Et puis un jour, je lui ai dit, j'ai envie de tourner la suite de ce film-là. Et donc, je suis allé tourner la seconde partie du film, qui dure 50, 55 minutes, etc., avec lui en 2019 à Rome. Voilà. Et en noir et blanc et en scope, alors qu'on avait un format 4 télé, qui d'ailleurs est dans le film, devient une télé dans la télé. Et donc on passe, on pourrait presque dire d'une moitié à l'autre de façon brutale, puisque la première partie s'achève par Argento dans un lieu spécial de Rome qui s'appelle la Villa Ada, dans lequel il s'en va à la fin de la première partie, il part à la profondeur de champ, fin du premier documentaire. Et j'avais dit à Dario, écoute, moi je vais retrouver exactement l'endroit où on s'était quitté il y a 20 ans. Et là, tu vas pas quitter, évidemment, le parc, tu vas y revenir. Et donc, dernier plan de la première partie, Argento part dans la profondeur de champ, en couleur. Hein, il a 61, 62 ans. Plan suivant, il revient, il a 80 ans. On est en noir et blanc, etc. Et donc, ça m'a été inspiré par un raccord très célèbre d'un film de Labarthe sur John Cassavetes. Je ne sais pas si vous l'avez vu. Ouais, un numéro 6 de notre temps. Voilà, l'écart était moins important, mais en fait, il quittait Cassavetes fin des années 60, il le retrouvait quelques années plus tard, et j'avais toujours trouvé ce raccord génial. Et pareil, sur le passage du temps, la perte des illusions, comment on est passé d'une énergie à une autre, etc., etc. Et tout ça pour dire que ce raccord chiminien, et après je découvrais celui de Labarthe, etc., m'a même servi quand j'ai fait une film sur Dario Argento, parce que j'ai été confronté exactement à cette question-là, beaucoup plus que, pour le coup, que dans le film sur Cimino. Je me suis dit, j'ai un homme, en l'occurrence un cinéaste, comment je fais pour en fait passer de 2000 à 2022 ? J'aurais très bien pu prendre plusieurs archives d'Argento, il a évolué, il a évolué, mais comment faire passer le passage du temps, le vieillissement, et ce qui permettait aussi de faire rentrer dans cette gigantesque ellipse 20 ans d'une carrière qui en réalité, selon moi, m'intéressait moins, et qui racontait beaucoup de choses, parce que ça permettait aussi de passer à l'as, d'une certaine manière, tout un moment de carrière qui n'explique pas la raison pour laquelle Argento est grand.
Hein, c'est pas pour les films qu'il a fait, même si je peux avoir beaucoup d'affection pour eux, les films qu'il a fait entre gros 2002 et 2022, c'est pas l'homme qui a fait Suspiria, Profondo Rosso, Inferno, même Phénoména, Ténèbres, etc. Et donc la puissance du raccord est quelque chose d'incroyable et on peut l'éprouver. Mais là, pour le coup, moi j'ai eu la chance de côtoyer Argento pendant toutes ces années-là pour pouvoir avoir cette espèce de raccord. Mais voilà, donc c'est vraiment, on revient à cette question de l'art du temps, c'est-à-dire que la puissance du cinéma, avec un personnage qui dans un plan est à une telle époque, à tel âge, qui dans le plan suivant a pris 10, 15, 20 ans, le sentiment de perte, il est fort. Parce que la question philosophiquement, c'est de se demander pourquoi on a ce sentiment-là. Qu'est-ce qui fait que si je passe de James Avril de la Porte du Paradis, Harvard à Wyoming, en fait, qu'est-ce qui fait que c'est plus que le temps qui passe, c'est le temps qui passe d'un point de vue tragique, en fait, en réalité. Oui, mais il y a un autre cinéaste qui est bon. Léon a réussi aussi. Oui, bien sûr. Il y a un autre cinéaste qui utilise pas mal l'ellipse, qui le fait de manière moins gargantuesque, je veux dire, que Cimino. Mais c'est intéressant parce que c'est le seul cinéaste qu'il a l'air de citer parmi ses contemporains comme étant celui dont il pourrait se rapprocher, c'est Malick. Je ne sais pas s'il y a peut-être un rapprochement à faire au niveau de leur gestion du temps, même si elles sont très différentes. Oui, après c'est très différent, Malick et un chrétien. Enfin, oui, bien sûr. C'est compliqué. Je pense de façon superficielle. Je pense que oui, mais c'est tellement, même philosophiquement, c'est tellement pas les mêmes écoles. Moi, ça m'a, en lisant ton bouquin, quand il cite Malick comme étant la seule personne de laquelle il se rapproche lui-même, en tout cas dans les contemporains, ça m'a marqué parce qu'en effet, comme tu dis, ne serait-ce que sur le côté chrétien de Malick, on a envie de les différencier très fort. Oui, après, ce qu'il aime chez Malick, c'est aussi le personnage, sa rareté, son espèce de rapport un peu intransigeant à la presse, son espèce de côté cultivé qui fait que la philosophie américaine compte plus pour lui que le film. Enfin, c'est aussi une attitude, Malick. C'est-à-dire que Malick n'est pas un cinéphile, pas dans le sens où voilà, le cinéma l'intéresse, mais comme moyen pour accéder à quelque chose d'un peu, selon lui, d'un peu plus profond et partageable. Donc je pense que voilà, c'est autant le personnage de Malick que après il y a le Malick, en tout cas pour moi, jusqu'à Tree of Life, et quand même Malick, Les Moissons du Ciel. Days of Heaven est quand même un film absolument incroyable. Présenté aussi par la notion de paysage, en fait. Oui, ils ont un rapport à la plasticité qui est assez semblable. Et il y a entre le travail d'Almendros sur Days of Heaven ou celui de Zygmunt sur ce film qui porte presque le même nom, Heaven's Gate. Il y a des similitudes aussi. Non, puis le goût de la question de la peinture qui est quelque chose qui est. Mais je pense que tous ces cinéastes américains, quand même très intéressés, sont quand même. Enfin, la peinture, on oublie souvent de le dire parce qu'on a le sentiment que la peinture c'est quelque chose qui a obsédé les cinéastes italiens. Bon. Comment ne pas être, quand on est italien, obsédé par la peinture, ou un peu les Français, mais aussi terriblement certains cinéastes américains. Hein. Je pense que Cimino et évidemment Malick sont, enfin, quand on voit Days of Heaven, enfin, c'est un peintre que j'aime énormément qui s'appelle Andrew Wyss, je ne sais pas si vous voyez qui c'est, qui est la version un peu plus réussi d'Edward Hopper. Edward Hopper est un truc un peu connu par tout le monde. Voilà, on achète ça dans toutes les cartes postales, etc. Mais le vrai paysagiste américain, c'est Andrew Wyss, qui est notamment lui qui a inspiré à la fois la maison beaucoup plus la maison de Psycho, Hitchcock, Days of Heaven, c'est lui qui est derrière, et même Massacre à la tronçonneuse. Edward Hopper a créé des espèces d'ambiance, mais c'était pas un grand peintre du tout, Edward Hopper. Quand vous regardez les voiles de Hopper dans le détail, c'est relativement mal dessiné, mal peint. Andrew Wyss c'était le vrai génie et qui est plus rugueux en fait, qui est presque un mix entre Edward Hopper mais revisité par les photos de Walker Evans, quoi, si vous voulez. Voilà, c'est un peu là-dedans. Et ça a compté énormément pour Terrence Malick, notamment pour un peu La Balade sauvage, mais beaucoup pour Days of Heaven. Et de toute façon, on voit très bien, à mon avis, ce qui peut intéresser Cimino chez Malick, c'est-à-dire de rapport au paysage, de rapport à la nature, la façon dont la nature se rappelle à vous-même. C'est-à-dire que cette idée que le paysage dans les films de Malick, enfin la fameuse séquence des sauterelles, mais il y en aurait beaucoup d'autres comme ça, c'est pas du tout l'endroit, c'est pas cet endroit que vont dompter des personnages. En fait, le cinéma de Malick, c'est pas du tout un cinéma qui est un cinéma, on pourrait dire, anthropocentré. Voilà, ce à quoi croit profondément Michael Cimino, c'est son côté fordien.
C'est que voilà, il y a un moment donné, le paysage, les montagnes, les décors, les changements de température, etc. ont raison de vous. Enfin, le fameux Deer Hunter. Enfin, je vais pas revenir là-dessus, mais je veux dire De Niro, le rapport de De Niro au cerf ou au daim dans le film, c'est une pétition de principe chez Michael Cimino. C'est qu'à ce moment donné, on tire pas quoi. Et le one shot, toute la dimension, tout le questionnement aussi sur la masculinité américaine, etc. que ça développe, ça rajoute encore sur le côté, on en parlait un peu en off, mais sur le côté intemporel de ces très grands cinéastes. Mais voilà, c'est un film à nouveau sorti en 78, mais qui pourrait être remontré juste à ce niveau-là par rapport à tous les questionnements qu'on se pose aujourd'hui autour de ça. C'est un film fascinant au niveau, mais comme l'est Le Canardeur déjà dès le début. Mais je pense ce Deer Hunter dans son titre original met beaucoup plus l'accent en effet là-dessus que comme souvent sa mauvaise traduction française Voyage Boule en Fer qui met l'accent sur le Vietnam. Deer Hunter, ça renvoie à la fois à James Fenimore Cooper, à une vraie tradition du héros américain, enfin du héros, du trappeur, du héros américain, de ce héros qui arrive à se... le flingue à la John Wayne dont il parle, c'est ça. Celui de Kazan. Mais à la fois qui se construit avec et contre la nature, dans le sens où le combat du héros américain, il n'y a pas de héros américain qui ne se soit pas à un moment donné confronté à la question de la nature. Alors que nous, en France, on se confronte à la question du verbe, du discours, à une forme d'intelligence, d'érudition. Un héros français, à part la question de la Seconde Guerre et de la Résistance, mais c'est un héros, c'est celui qui manie, on pourrait dire, le savoir, l'érudition, le verbe, etc. Qui gravit les échelons, dans des problèmes de classe. Voilà. Les Américains, c'est pas du tout. Je veux dire, d'ailleurs, on parlait du dernier film, Sun Chaser. Le personnage a priori a tout pour réussir, pour être content, etc. Mais à un moment donné, on lui fait passer l'épreuve de ce que c'est qu'être un Américain. Et l'épreuve d'être un Américain, c'est pouvoir se confronter à des gens étranges, à des serpents, à des paysages, à une nature hostile, parce que la nature, elle est belle, mais elle est violente en même temps. Ça, c'est le côté très herzogien de Cimino, quoi. La nature, elle est pas sympa. Elle est sublime. Elle est grandiose. Presque punitif. Voilà, elle vous élève, mais elle est d'une violence inouïe. Enfin, même la séquence du Vietnam, la façon dont Cimino filme la nature vietnamienne, l'eau, les cages, le courant, le tronc qu'on prend, etc. La violence, c'est presque délivrance, quoi. La violence faite au héros américain, quelque chose qu'avaient aussi d'ailleurs perçu Borman et James Dickey, qui était. C'est marrant parce que Borman est anglais. Oui, mais c'est un roman d'un Américain quand même. C'est-à-dire que Délivrance, c'est James Dickey avant d'être Borman. Et ce qui est génial dans le film, c'est la façon dont le premier personnage qui subit les affronts de la nature sur son corps, d'une certaine manière une attaque de sur son propre virilisme, c'est Burt Reynolds. Que quand on regarde Délivrance, l'autre coup de génie qui vient du roman, mais de Borman et de Zygmunt, etc. C'est que c'est pas John Voight, c'est pas Ned Beatty, autre acteur incroyable. Il faudrait que vous fassiez jouer une émission sur Ned Beatty. On en a fait une sur Nashville déjà. Ah c'est vrai. Il faudrait que je l'écoute. Et qui est quand même mon film préféré de Robert Altman avec John McCabe. Et voilà, et donc c'est l'idée formidable, c'est ça, c'est justement la façon dont le personnage qui est a priori s'autoproclame déjà comme une sorte de héros américain. Il maîtrise la nature, il sait tirer la flèche, la chasse, il a une scène de survivaliste fou, etc. Le premier que va punir la nature parce qu'elle sait que c'est son adversaire numéro 1, c'est lui, et c'est pas le pauvre John Voight ou Ned Beatty qui lui se fera sodomiser par des rednecks. Là on passe à un autre niveau d'atteinte du virilisme, etc. Mais c'est intéressant de voir combien Cimino est un cinéaste qui est à la fois sur son propre canal, on pourrait dire, donc à la fois contemporain d'une époque sans y être vraiment, appartenant pas vraiment à un mouvement, à une école de cinéaste. Cimino, c'est un peu une planète solitaire, et en même temps, parce que c'est pas non plus un extraterrestre, il est traversé son cinéma par des questions typiques contemporaines typiques de l'époque, et y compris de Hollywood. C'est pour ça que Eastwood, Jeff Bridges, c'est pas uniquement une espèce de drôle de couple recto-verso, on pourrait dire, lié à la question du héros américain, même à la biographie de Cimino. Ça raconte aussi une histoire du cinéma américain. Que là, c'est moins intéressant, mais c'est aussi là. C'est Eastwood, il incarne une certaine veine idéologique du cinéma américain. Jeff Bridges, il incarne une autre veine idéologique. Et Cimino, encore une fois, il est pris entre les deux. À la fois, on pourrait dire qu'il a le progressisme de celui qui s'intéresse à Bridges et aux jeunes,
qui vont évidemment se faire plutôt détruire par l'ancienne garde, etc. Donc il a une part de lui, on pourrait dire, adhère au Nouvel Hollywood, et l'autre part de lui est complètement du côté pékimpien, parce que c'est une de ses autres idoles, évidemment, c'est la Horde sauvage. C'est-à-dire que, en fait, cette espèce d'anachronie, c'est le rapport à l'histoire, aux traditions, on pourrait presque dire à des valeurs immuables de l'Amérique que selon lui le Nouvel Hollywood a un peu trop critiqué. Donc Cimino, c'est ce paradoxe absolument constant, c'est que c'est Eastwood et Jeff Bridges, Eastwood étant à peu près détesté, faut quand même le rappeler, à l'époque, dans les années 70, par tous les héros à ULT de la contre-culture. Et pourtant, lui, dès son premier film, en fait, Eastwood met déjà en scène cette dualité du héros américain, mais c'est ça qui est passionnant. Ça n'a rien à voir avec la réalité d'Eastwood. Je parle du point de vue de la réception critique, c'est que Eastwood, c'est un peu le diable pour le Nouvel Hollywood. C'est un peu comme voilà, c'est un peu comme l'époque, je sais pas, de John Wayne, au moment des Bérets Verts et de Easy Rider. C'est-à-dire que l'autre absolu pour les gens du Nouvel Hollywood, c'est Clint Eastwood. Et alors Clint Eastwood leur a rendu aussi bien, je veux dire, Sheriff à New York, la séquence des hippies, enfin après, il y a aussi ça chez Eastwood. Pourquoi est-ce que Cimino aime autant Eastwood? Parce qu'il reconnaît énormément de choses. Better off getting as far away from me as you can, boy. In for a penny, in for a pound. Lonely country, kid. You got any people? Huh. I don't even know anymore. That's weird. Last time I saw any of them, I was just a kid. I was a little too much for them to handle, you know, so they sent me away to one of these boarding schools. And on the train, I met this woman. Man. So the next thing I know, we're getting off the train together in New Orleans, right? 2 weeks later, I wake up in some flea bag hotel. Oh, God. But we had ourselves a good time, man. So after her, things look good, I kept moving. No, you can't stop. There she is. Idaho Dream. Je pense que on pourrait presque dans le rapport de Cimino à Ford, il y a quand même une case qu'il ne faut pas oublier, qui est la case Eastwood. Parce que Eastwood est quand même plus vieux que Michael Cimino, et je pense que le chaînon manquant, on pourrait presque dire, entre Ford et Cimino, c'est évidemment Clint Eastwood, qui est travaillé par des choses extrêmement proches que Cimino. Enfin, un film comme American Sniper est un film qu'aurait pu signer Michael Cimino. Dont tu utilises la musique d'ailleurs, si je ne dis pas de bêtises, dans ton film. Donc, c'est une autre manière de rapatrier Eastwood, mais parce que c'est tellement des cinéastes proches pour moi, évidemment, qui n'ont pas ensuite la même façon de mettre en scène ou autre, même s'ils sont obsédés tous les deux par la question du classicisme ou autre, mais José Wells, c'est un film ciminien intégralement. C'est refaire communauté. Bien sûr. Ben pourquoi? Parce que comme on pourrait presque dire, de façon un peu comme ça, un peu caricaturale, ils puissent tellement tous les deux à la même source, qu'évidemment à la fin ils finissent par faire des films qui sont avec leur propre idiosyncrasie, quoi, mais qui se rapprochent terriblement. C'est-à-dire que la question du Fordien est une question passionnante qu'on utilise parfois de façon un peu comme ça rapide et désinvolte. C'est un Fordien. Pourquoi c'est un Fordien? Parce qu'il y a un type qui est proche d'une tombe en contre-jour. Ça, c'est vraiment un truc. Non mais ça c'est vraiment un truc. Voilà, ça n'a aucun intérêt. Je veux dire, être Fordien, c'est pas évident d'avoir le droit au permis de Fordisme, quoi. Je veux dire, et il y en a pas beaucoup. Je veux dire, il y en a même extrêmement peu. Coppola, il l'est dans Jardin de Pierre. Ouais. Par exemple, je dis ça parce qu'il a eu des moments fordiens, Coppola. Eastwood l'est intégralement, Cimino l'est intégralement. Après, sur le rapport aux communautés, au communautarisme, on va dire, Eastwood et Cimino, ils ont plus peut-être un rapport avec le Ford tardif.
Bien sûr. Non, mais c'est après c'est une autre discussion, mais c'est que le problème de Ford, c'est que il y a les Fordiens et il y a les Searcheriens. C'est pas la même chose. Le Searcher, Période du désert, donc 57, film de Ford, et un film qu'on sait qui a beaucoup marqué une grande partie de la génération du Nouvel Hollywood, qui en a fait 4, 5, 10 remakes, cachés plus ou moins. Hardcore de Paul Schrader, Taxi Driver, je ne vais pas refaire la liste, etc. Un projet de Mad. C'est parce que c'est aussi le moment où Ford se rend compte que le monde a changé. Quoi. Bien sûr. Ouais. Ford étant toujours quelqu'un qui était, pour le coup, obsédé par le fait de ne pas être dépassé à un moment donné par. Donc, c'est ça qui rend sa filmographie, évidemment, si passionnante. Et Searchers est un film qui a été beaucoup regardé. Prenons un exemple. Quand Scorsese met en scène Taxi Driver. Bon. On oublie souvent, et c'est un peu dommage d'ailleurs, quand on parle de Taxi Driver, on oublie souvent que c'est un film réalisé par Scorsese mais écrit par Paul Schrader. Et je pense que c'est autant un film de Paul Schrader qu'un film de Martin Scorsese, pour être tout à fait honnête. Et qu'est-ce qui est fordien dans Taxi Driver ? C'est pas que ce sont deux cinéastes, Scorsese et Schrader, obsédés par Ford. Ce sont deux cinéastes qui à un moment donné ont jeté leur dévolu, comme plein d'autres, sur un film qui s'appelle La prisonnière du désert. Ça en fait pas des Fordiens, ça en fait des gens qui ont été extrêmement marqués par ce film, comme plein d'autres, etc. Et à tel point que Schrader fera lui-même 2 remakes de ce film-là, Hardcore et Taxi Driver. Bon, donc ça en fait pas des Fordiens. Fordiens, c'est un peu plus vaste que ça, dans le sens, effectivement, on comprend pourquoi Searchers a été un film si important pour le cinéma américain, mais des gens comme Eastwood ou des gens comme Cimino, et ils sont, encore une fois, qui se comptent pour moi parmi les très rares Fordiens, sont des gens qui ont pris tout Ford. Voilà, on parlait de Qualité Heart Valley, She Wore a Yellow Ribbon par exemple, La charge héroïque en 48 de Ford est un film qui a été très important pour Michael Cimino, mais qui l'a été aussi évidemment pour Eastwood. Les raisins de la colère, Quand l'homme fait Honky Tonk Man. Enfin, on pourrait comme ça multiplier les exemples. On sent que c'est des gens qui ont appris le cinéma avec les films de Ford, mais qui tentent pas évidemment de le refaire comme si rien n'avait eu lieu, qui tentent, moi c'est ce que je trouve émouvant et chez Eastwood et chez Cimino, qui tentent de reprendre cette ligne et de voir comment elle peut se poursuivre. Et c'est même pas sûr qu'elle puisse être reprise. Donc, et c'est ça qui rend pour moi le cinéma de Cimino et d'Eastwood intéressant, parce qu'en réalité, et surtout chez Cimino, la plupart du temps, on sent qu'il nous dit, voilà, Ford, ça c'est les questions qui m'intéressent, il faut reprendre cette ligne-là, c'est capital, et ces films nous disent, ouais, mais c'est plus possible. En fait, donc, c'est plus possible. Donc, qu'est-ce qui nous reste ? Eh ben, il nous reste les mirages. C'est ça que ça raconte les films de Michael Cimino, pas beaucoup d'autres choses d'autres, hein, mais c'est déjà immense. C'est sans doute pour ça aussi que les films de Cimino, j'ai l'impression, sont beaucoup plus mélancoliques, beaucoup plus désespérés que les films d'Eastwood, en général, qui sont... il y a peut-être encore même cette croyance d'une possibilité d'alliance entre les communautés, tout en elles restent elles-mêmes, tout en trouvant une nouvelle identité américaine. J'ai l'impression que, quelque part, ça, Eastwood y croit encore, notamment... Enfin, y croit, en tout cas... Cela semble possible à la fin de José Wales, par exemple. Mais c'est pour ça que je vous dirais que, en fait, si on est précis sur les mots, parce que toujours pareil, disons que la précision sur les mots est capitale, parce qu'en fait, il n'y a pas d'idée claire s'il n'y a pas de mots clairs. Quoi. Et c'est mieux à l'écrit. Mais c'est mieux à l'écrit, oui, c'est sûr. Mais quand même, par exemple, le mot mirage, je vous le disais au début, quelque chose qui m'intéresse, et disons, voilà, ça correspond exactement en fait, à l'idée que j'ai des films de Michael Cimino. Donc, voilà, après avoir écrit des dizaines ou des centaines de pages sur lui, à la fin, on arrive à un mot. Pour moi, c'est ça le but, je dirais presque, de la critique à la fin. C'est pas de dire Cimino, ça parle de ça et de ça et de ça et de ça. Non, c'est Cimino, en une phrase ou en un mot, c'est quoi ? Pour moi, c'est je dirais que le summum on pourrait dire d'un trajet qu'on peut faire, de la compréhension de quelque chose qu'on peut écrire etc. C'est un mot. Qu'on arrive à un mot, c'est l'haïku. Hein, quand 400 pages permettent de devenir un haïku, c'est que là, pour soi-même, on a tout compris. Sinon, en fait, on a compris des petits trucs, mais on n'a pas vraiment compris. Et le mot mirage est pour moi, à la fin, le mot qui compte, voilà. Et d'ailleurs, je pense que quand j'ai écrit Les Voix perdues de l'Amérique, c'est pas aussi clair dans ma tête. C'est pour ça qu'en fait, à titre personnel, j'ai aussi un peu mieux compris Cimino en 10 ans, honnêtement. Donc si je devais écrire aujourd'hui un livre sur Michael Cimino, je l'appellerais pas Les Voix perdues de l'Amérique. C'est pas assez précis. C'est pas exactement ça. Ça va, mais c'est pas exactement ça. Le vrai, ça, c'est un mirage américain. Vous voyez, si je devais dans le titre, etc. Et dans le cas de Eastwood, je dirais que son mot, c'est vraiment le rêve. En fait, c'est pas pareil.
C'est qu'à la fois c'est fordien, etc. Mais c'est pas les mêmes. Cimino, c'est quelque chose de l'ordre du mirage. Eastwood, c'est quelque chose de l'ordre du côté du rêve. Que de certaine manière, le cinéma, par moment, nous permet d'accomplir. Je sais pas moi, le Grand Torino, qui est quand même le moment d'un homme a priori qui commence comme Ethan Edwards dans The Searchers, grosso modo, hein, sa guerre de sécession à lui, c'est l'industrie automobile de Détroit, pour faire court. Et donc il en peut plus, il garde son petit secret, la Dodge Challenger, sa Grande Torino, là dans le garage, etc. Donc il commence vraiment, c'est Ethan Edwards featuring industrie automobile de Détroit. Et puis les Indiens Navarro, c'est la communauté Hmong, voilà les Coréens, grosso modo. Et puis qu'est-ce qui va se passer ? Ce qui est assez beau dans Grand Torino, c'est que là où on voit que c'est un rêve, c'est que Eastwood va filmer le rêve de non seulement d'abord, on pourrait presque dire d'acceptation, évidemment du blanc, white, un peu raciste pour des raisons que Eastwood ne condamne pas, mais qu'il comprend. Voilà, il a le chômage, le changement de population, etc. Il a ses raisons, voilà. J'aime toujours ça chez Eastwood, le côté chacun a ses raisons. Voilà, bon. Surtout, c'est très près de chez lui, quoi. C'est très près de chez lui. Bon. Donc, la question, c'est comment est-ce que on arrive, parce que comment est-ce que on passe du premier plan, du début, on pourrait dire, de Searchers à la fin de The Searchers, parce que Grand Torino est évidemment une sorte aussi de remake caché de Searchers. Et à la fin du film, donc le rêve de Eastwood qu'on va mettre en scène, il commence à être accepté, il intègre la communauté, on lui apporte des plats, il goûte, il rigole. Bon, alors ça, c'est presque un peu le rêve, presque le rêve d'Épinal de la communauté fordienne, façon Joseph Wells, reconstituée. Bon, et on voit bien l'écart entre Cimino et Eastwood à ce moment-là. C'est que dans Grand Torino, ça arrive au milieu du film, donc formidable. D'un seul coup, ça c'est l'Amérique, hein, c'est le vieux blanc de l'usine de Détroit, etc., qui est au chômage, qui en veut à la terre entière. D'un seul coup, se met à manger des gâteaux de Mamie Monk dont il parle pas un mot d'ailleurs par ailleurs. Ça, j'aime aussi beaucoup cette idée-là, qui est très américaine, c'est que c'est pas grave de pas maîtriser la langue. Parce que nous, en tant qu'Européens, on comprend beaucoup moins, on a un rapport très aristo à la langue, mais c'est assez, on pourrait dire, je dirais pas raciste parce que c'est pas le terme, mais c'est-à-dire que la maîtrise de la langue pour nous est vraiment un instrument d'exclusion. Et de domination sociale. Ouais, exactement. Aux États-Unis, pas du tout. Et donc, Eastwood, qui est un profond américain, le sait. Aux États-Unis, vous y allez, la plupart des gens, la majorité des Américains parlent mal américain. Ils ont un accent asiatique, latino, peu importe. Mais à aucun moment on ne vous fera sentir aux États-Unis que le fait de venir avec votre accent anglais, je sais pas, néerlandais, asiatique, français comme moi, ça c'est le grand démocratisme de la langue là-bas, parce que personne n'est propriétaire de la langue américaine. Les vrais, c'est les Anglais, ça fait rire tout le monde. Donc, les Américains, c'est ça. Et l'idée de génie, évidemment, de Eastwood, c'est ça, c'est de pousser cette espèce de rencontre possible par-delà la langue. C'est-à-dire que les gens, ils n'ont même plus à parler une langue commune, puisque l'un fait des gestes, l'autre répond par des signaux, etc., etc. Et qu'est-ce qui va se passer dans le scénario de Grand Torino, qui est un vrai scénario fordien, dans le sens, il va devenir Searchers. Natalie Wood, c'est qui dans The Searchers ? C'est le jeune, évidemment, qui va sortir des griffes de cette espèce de bande, de destin programmé à devenir un petit délinquant de ce quartier pourri de Détroit, et il va se sacrifier pour lui, et il va donner son corps pour lui, et même sa voiture. Et à la fin du film, Eastwood est mort, mais il est ultra vivant, puisqu'il s'est transmis de façon quasi chamanique dans l'esprit du jeune Coréen. Donc la fin de Grand Torino est pas du tout une fin de l'ordre du mirage, ça n'existe pas, c'est pas une fin mélancolique, c'est pas une fin triste, c'est une fin extraordinaire, puisqu'au contraire, Eastwood a passé brillamment le relais, on pourrait dire, à cette espèce de gamin qui est le Natalie Wood de l'époque. Hein. Et donc, à la fin, Eastwood, il rentre dans le mythe, d'une certaine manière, en faisant ça. Et la fin, le dernier plan de Grand Torino, cette espèce de voiture, je ne sais pas si vous vous souvenez, cette voiture qui court sur la route comme ça, avec ce jeune Coréen qui a tout récupéré évidemment de l'esprit. Il est là où il est parce que un vieil homme s'est sacrifié pour lui. Et l'arrivée de cette fameuse Grand Torino, c'est le moment mythique.
certaine manière. C'est que cette voiture qui sort de début des années 70, qui continue à vivre dans le présent avec un jeune Coréen. On se dit, mais comment ce mariage-là, il est possible. Et en fait, il inscrit d'une certaine manière Eastwood, cette histoire-là, cette espèce de vieux blanc, etc., dans l'espace américain comme un mythe, il le sacralise. Il est absent, mais il est complètement sacré dans le dernier plan de Grand Torino, ce qui est le dernier plan de Searchers. Le départ de John Wayne dans Monument Valley, qui est évidemment très très connu, etc., ne fait rien d'autre que réaliser ce que fait Eastwood à la toute fin de Grand Torino. C'est assez subtil, mais c'est très profond, parce que sinon on ne sait pas de quoi ça parle, Grand Torino. Donc mais on se dit, bon... C'est pour ça, parce que Eastwood a très bien compris l'aura mythologique que porte lui-même son personnage au fil du temps. Ah, c'est normal parce que Eastwood, quand il arrive, il est là. Je veux dire, c'est comme quand, ça fait partie de ces acteurs qui, à un moment donné, sont la somme de tout ce qu'ils ont été. C'est presque des acteurs palimpsestes. C'est-à-dire que et il est trop intelligent pour le savoir, Eastwood. Quand Eastwood arrive, c'est tel ou tel personnage dans tel ou tel récit, mais c'est d'abord Eastwood. Et il joue évidemment comme John Wayne. La démarche de John Wayne, c'est qu'il y a un des acteurs les plus fascinants à regarder marcher de dos, par exemple. Moi, je suis vachement intéressé par ça. C'est un peu comme Godard. Un bon acteur, il sait jouer de dos. Il n'y en a pas beaucoup. Et quand vous regardez la démarche de John Wayne, c'est-à-dire là, il peut être dans n'importe quel film, Ford ou pas Ford, etc. C'est John Wayne qui marche. Enfin, c'est le Duke, quoi. Et je trouve ça assez génial de voir combien Eastwood a su, évidemment, capitaliser et devenir cette espèce d'image-là avec laquelle il a joué, bien sûr, mais ça dans tous ses films tardifs. Peut-être même un tout petit peu trop jusqu'à la toute fin, là, maintenant, dans La Mule et son tout dernier, Cry Macho. Ouais. Très bien. Eh bien, nous sommes pris par le temps, Jean-Baptiste. Ah ben, c'est bien d'être pris par le temps. Nous allons donc maintenant achever cette émission. Merci beaucoup. Merci à vous, merci pour vos questions. Merci à toi. Vos interventions, tout ça, c'est passionnant, comme la dernière fois d'ailleurs. Merci, c'est gentil. Merci de t'être déplacé en Belgique et d'être venu nous voir. Nous espérons que ce ne sera pas la dernière. Donc, chères auditrices, chers auditeurs, on va se laisser ici. Peut-être qu'il y aura encore une émission ou l'autre avant la pause d'été, mais voilà. En tout cas, on se retrouve très bientôt. Merci Manu, merci Lucien, merci encore Jean-Baptiste. Merci Jean-Baptiste. Merci tout le monde. À bientôt. Et à bientôt. Au revoir.